Alors Daniel, ce soir, tu as choisi de nous parler dans ce troisième degré de l'énergisation des corps. Oui. Je te laisse démarrer, là, je mets le starter, là, et puis tu y vas. Et puis s'il y a quelque chose que je comprends pas, j'interviens. Ok. Bon. Alors donc, ce mois-ci, on fait une série qui s'intitule premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. On a vu, il y a 2 semaines, la séparation des corps. On a révisé un peu la semaine dernière avec l'harmonisation des corps. Ce qui fait que je ne reviendrai pas ce soir sur ces différents corps, étant donné que je déteste les pertes d'énergie. Et en plus, c'était assez important de comprendre de quelle façon s'énergiser, de quelle façon se réénergiser, de quelle façon cesser de gaspiller son énergie, que j'aurais pas le temps de revenir. Mais étant donné que c'est enregistré, de toute façon, ceux qui n'ont pas tout à fait le vocabulaire ou la connaissance de ce vocabulaire particulier à l'ésotérisme, ben, vous pourrez toujours vous procurer ces enregistrements. L'énergisation des corps. Donc, faut comprendre, premièrement, qu'est-ce que c'est que comprendre? Comprends-tu? Ben non, explique-moi ça, comment? Bon, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne comprend des choses et qu'est-ce qui fait qu'une personne ne comprend pas des choses? Qu'est-ce qui fait qu'une personne a des points de vue et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne a d'autres points de vue? Mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'une personne, sur un point de vue, peut facilement le laisser pour en adopter un autre, tandis que d'autres personnes ne peuvent pas abandonner leur point de vue, même s'ils ont l'évidence en face d'eux, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui fait ces choses-là chez l'homme? De temps en temps, lorsque je parle de l'homme nouveau, tout ce que j'avance, c'est que l'homme peut s'améliorer. Et les 3/4 de ceux qui vont écouter ça pour la première fois veulent me sauter dessus. Et je ne démolis pas l'homme, je ne parle pas contre l'homme, je ne parle pas contre aucun système, je ne détruis rien, je ne fais rien. Mais il faut croire que si je dis que l'homme est parfait, ils vont vouloir me sauter dessus, et si je dis que l'homme est imparfait, ils vont encore vouloir me sauter dessus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu peut avoir un point de vue différent et peut, à partir de sa propre énergie, augmenter ou hausser son niveau de point de vue pour avoir une vision d'ensemble de plus en plus vaste? Vision d'ensemble qui va échapper à ceux qui veulent absolument conserver leur point de vue. Ben, c'est simple. Tout est relation, tout ça a une relation, disons, extrêmement proche avec le potentiel d'énergie que va contenir un être humain. Mais c'est ça qu'on va parler, l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Dieu est énergie. Quand on demande qu'est-ce que c'est Dieu, on dit Dieu est énergie. Quand on demande qu'est-ce que l'énergie, ben on dit l'énergie c'est l'énergie cosmique. Quand on demande qu'est-ce que l'énergie cosmique, ben c'est Dieu. Bon. Fait que ça a satisfait l'humanité pendant longtemps, mais à un moment donné, ça ne satisfait plus. Parce qu'une chose qui est définie par rapport à elle-même n'existe pas. Bon, évidemment. L'énergie, chez un être humain, c'est, premièrement, son corps physique, qui est une forme d'énergie qui vibre à un taux vibratoire relativement bas, taux vibratoire que nous appelons matière. On sait très bien que si on augmente le taux énergétique de l'eau contenue dans ce verre, l'eau va se mettre à bouillir et à un moment donné, elle va se transformer en vapeur. Alors, ce n'est pas un cours de chimie, mais disons que je crois que tout le monde peut juste saisir ce mécanisme, que la matière est constituée de molécules qui sont constituées d'atomes. Les atomes, c'est exactement comme si j'avais un noyau avec 2 électrons chaque barre. Ça ici, ça pourrait créer, par exemple, de l'oxygène. Un noyau, disons, on a nos 2 électrons qui tournent autour. L'énergie, c'est ce qui va faire en sorte que les électrons vont rester accolés au noyau et en même temps, c'est ce qui va faire en sorte que les électrons n'iront pas s'écraser sur le noyau. Alors, c'est pas un cours de chimie, mais comprenez ça, le reste va être facile. L'attraction du noyau attire l'électron vers lui. L'électron a son énergie propre, ce qui fait qu'il tourne. Tournant, il a tendance à s'éloigner. Vu qu'il est attiré par le noyau, il reste dans une orbite qui est stable, et il ne s'éloigne pas, il ne se rapproche pas. C'est stable, c'est harmonieux.
C'est exactement ce qui se passe avec le Soleil et les planètes, avec les planètes et les lunes. L'énergie, c'est ce qui attire et c'est ce qui fait qu'une chose, par exemple, une planète, un atome, va vouloir vivre seul, s'individualiser. Le proton attire l'électron. Cette loi-là, elle est connue depuis longtemps en ésotérisme. C'est ce que nous appelons l'amour. D'ailleurs, demain, Raphaël Paillard, je crois que c'est ça toute sa conférence, les lois de l'amour. L'amour humain, c'est une forme d'attraction qui n'est vécue que par la psychologie humaine. Mais c'est une forme d'attraction exactement similaire à ce noyau qui tend à attirer vers lui les choses qu'il aime. Si l'électron quitte le noyau en souffre. Et c'est le même phénomène au niveau de la psychologie. Si ce que vous voulez vous accaparer parce que vous l'aimez, si vous le perdez, ben vous en souffrez. Sauf si à un moment donné, ce qui est perdu est remplacé par quelque chose d'autre. Ah, ben là, vous souffrez plus. Lorsque l'oxygène, par exemple, perd 2 de ses électrons, il souffre. Et pour ne plus souffrir, il va rechercher à voler 2 électrons quelque part. S'il y a 2 molécules d'hydrogène qui perdent chacun un électron, il souffre. Et les 2 molécules d'hydrogène pourront venir faire partager leur électron à l'oxygène, et ainsi on aura la constitution de l'eau, créée par un amour intelligent, un partage. C'est le même phénomène au niveau de l'amour psychologique humain. L'amour psychologique humain, on le vit, on appelle ça de l'émotion. Mais c'est critère d'énergie. C'est la même chose. Vous allez aimer avec d'autant plus d'ampleur quelque chose qui vous prend d'autant plus d'énergie. Et vous allez en souffrir d'autant plus si vous le perdez. L'énergisation des corps, la compréhension chez l'homme, elle est déterminée par son niveau d'énergie, au niveau de son vécu, au niveau de son être-té, au niveau de son cerveau. Lorsque vous expliquez à un enfant qu'il a 5 doigts dans sa main et qu'on les numérote 1, 2, 3, 4, 5, et que celui-ci n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas qu'il est imbécile. C'est qu'il n'a pas l'énergie mentale suffisante pour arriver à intégrer l'information. Alors, l'éducation va faire en sorte qu'on va lui répéter 20 000 fois et on peut avoir un résultat où à la longue, on va finir par lui communiquer l'énergie suffisante pour qu'il l'intègre, ou encore, on va tellement l'épuiser qu'il ne pourra même plus rien comprendre. L'harmonisation des énergies et l'énergisation des corps dépend premièrement de la quantité d'énergie qu'on est capable d'accumuler, et on va voir comment, au niveau du plan physique, au niveau du plan vital, qui est la vie, au niveau du plan astral ou le plan psychologique, au niveau du plan mental, du plan, disons, de l'intellect. On doit accumuler de l'énergie. Et plus on va avoir d'énergie accumulée, plus on va être capable de comprendre. Et je vais vous donner un exemple facilement compréhensible. Lorsque vous comprenez quelque chose, lorsque vous avez un point de vue particulier qui est un peu nouveau, et que vous essayez de le communiquer à quelqu'un qui veut rien savoir. À un moment donné, vous allez parler avec la personne, vous allez voir clair. Et l'autre va commencer à vous engueuler, ou à rouspéter, à chialer. Et vous allez continuer à mettre de l'énergie pour lui expliquer. Et lui, il continue, revient à la charge. Puis à un moment donné, vous êtes plus capable de lui faire comprendre. Puis vous, au début, vous avez vu clairement que vous pouviez lui faire comprendre, puis maintenant, vous ne le voyez même plus. Vous avez même plus tout à fait la vision claire que vous aviez avant de commencer à vouloir le convaincre. Avant de vous faire têter votre énergie par l'autre. Et vous ne pouvez plus voir aussi clair pour la simple raison que vous avez perdu de l'énergie. Perdant de l'énergie, votre niveau de compréhension a diminué. Alors, à un moment donné, vous l'aviez, puis quand là, ça a fini tout croche, puis comment ça se fait? Ben, pourtant, c'est pas ça. Non, je le sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais c'est ça que tu as fait parce qu'au fur et à mesure que tu as mis ton énergie dans l'autre pour égoïquement le maintenir, ben, tu as perdu de l'énergie pour toi, ce qui fait que les forces que tu avais pour lui faire comprendre, tu les as transmuées en énergie de combat égoïque dans une guerre d'ego, et à un moment donné, ben, tout s'écrase, ça marche plus. Quand une personne ne peut pas comprendre, on n'y explique pas. On ferme nos portes et on s'en va. La vie va s'en charger. Quand une personne ne peut pas comprendre ou quand une personne ne veut pas comprendre, c'est la même chose. Parce que quand elle ne veut pas comprendre, c'est qu'elle croit qu'elle peut, mais qu'elle veut pas. Mais en réalité, c'est qu'elle peut pas.
Et on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Et ce n'est pas critère d'intelligence, ce n'est pas critère de savoir si c'est imbécile ou non, c'est critère d'énergie. Quand vous êtes fatigué mort, est-ce que c'est le temps de venir vous enseigner des choses? Pour la grande majorité, non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour intégrer ce qu'on va vouloir vous donner. L'évolution de l'homme, l'amélioration de la race humaine se fait par niveau d'énergie. Lorsque l'on dit une personne est plus évoluée qu'une autre, elle est supérieure, ben à un moment donné, on a snobisé ce genre de terme. Ésotériquement, ça veut dire supérieur en vibration. Ça ne veut pas dire supérieur en qualité. Mais chez l'homme, évidemment, supérieur donne automatiquement l'idée de qualité. Alors, il est meilleur. C'est notre idole. Il faut qu'on devienne comme lui. D'ailleurs, prenons avec la libération de la femme, qui a voulu souvent devenir l'égal de l'homme, qui a voulu devenir un homme. C'est un autre bévue magistral de l'amélioration de l'évolution. Si nous prenons... La semaine dernière, on a vu comment accumuler un peu d'énergie par la nourriture, par exemple, par la respiration, par certains mécanismes manuels de déblocage d'énergie. Et ce soir, on va surtout parler de comment faire pour cesser de gaspiller notre énergie. J'ai déjà fait une conférence un peu sur ce sujet. Je crois que c'était qu'est-ce que l'énergie. Mais ce soir, on va aller un peu plus loin. On a du monde nouveau, mais de toute façon, je crois que le monde nouveau ici, c'est du monde nouveau, justement. Capable de comprendre. Alors donc, comment faire pour ne plus dilapider notre énergie, de façon à ce que nous accumulons involontairement ou consciemment lors d'un 24 heures ne soit pas en grande partie dilapidé le 24 heures suivant, ou le 12 heures suivant, ou le 8 heures suivant, dans des guerres d'ego, dans des conflits psychophysiques, dans des conflits d'expression, dans des luttes d'évolution, dans des souffrances d'évolution, dans un paquet de mécanismes qui ne servent qu'à vous épuiser. Alors, comment on ne gaspille pas notre énergie? Parce que, vous savez, si vous gagnez $1 million par jour et que vous en dépensez 1,5 million par jour, vous avez beau avoir un très bon pouvoir de ramasser de l'énergie, mais tous les jours, vous en avez de moins en moins. Et le gros problème, même une personne qui gagne très peu, son gros problème, c'est pas de gagner plus, c'est de dépenser moins. Et vu que si elle fait un budget, elle peut vivre. Et si elle fait un budget, elle n'augmente pas son entrée. Elle diminue sa sortie. Et là, elle a des économies, et là, elle vit mieux. À un moment donné, s'il y a moyen d'augmenter l'entrée, tant mieux. Mais il faut penser à réduire les sorties d'argent, par exemple, avant de penser à grossir l'entrée. Sinon, on travaille à l'envers. On fait du gaspillage d'énergie. C'est pas écologique, c'est pas intelligent, et vous n'arriverez pas à faire ça. Parce que pour pouvoir avoir plus d'entrées, il faut avoir suffisamment d'énergie pour contrôler l'entrée. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas augmenter ses entrées. On dit souvent qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. On fait rien que le dire, ils n'ont jamais pensé à l'appliquer, par exemple. Je manque d'eau. Fonctionne au kérosène. Ah, c'est ça. Donc, symbolique à toi. Lorsque l'homme gaspille son énergie quotidiennement, à l'instant même où l'homme se lève, il commence à se servir de son énergie. D'ailleurs, tout au long de la nuit, il s'en est servi. Et selon la facilité qu'il a à se laisser manipuler par ses rêves, il peut aussi en gaspiller un peu plus. Certains font des cauchemars, certains font des rêves pseudo-prémonitoires, et lorsqu'ils attachent d'importance à ces rêves-là, alors ils gaspillent encore une fois de l'énergie. En plus d'être assujettis à se faire manipuler, à se faire charrier par le plan de l'astral, le plan des rêves. Il y a des techniques faciles, il y a des choses faciles, mais il y a des choses compliquées pour cesser de dilapider notre énergie. Et ce soir, je vais en amener une nouvelle. Une nouvelle forme, une nouvelle façon d'économiser presque à 100% son énergie. Bon. Tout à l'heure, j'ai dit à François au début que ça va sans doute brasser ce soir. Pour la simple raison que c'est quelque chose qui ne sera sans doute pas compris par tout le monde ce soir. Mais ça, c'est pas grave. Le temps arrange tout. On va devoir revenir sur ce phénomène et on va, à un moment donné, tout le monde va comprendre, tout le monde va vivre. Le gros problème de l'homme ancien par rapport à des techniques nouvelles, c'est qu'il essaie toujours de transposer l'homme ancien dans le monde nouveau. Et là, il va dire, oui, mais ça ne peut pas marcher, comment je vais faire pour?
Ben, l'homme ancien peut pas être transposé dans le monde nouveau, parce que dans le monde nouveau n'existe que s'il y a des hommes nouveaux. Le monde nouveau n'existe pas peuplé de monde ancien, d'hommes anciens. Ça, c'est un monde ancien. Alors, disons, une des choses que je vais amener ce soir, et elle doit être comprise comme elle est. Mais si on essaie d'appliquer cette chose-là à notre psychologie ancienne, ben, on n'arrivera pas du tout à comprendre de quelle façon cela pourrait être, ça va faire peur. Vous allez dormir ce soir. Faites-vous-en pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais l'homme va refuser sans doute d'essayer ce genre de mécanisme parce qu'il va se dire qu'il va se détruire s'il le fait. Il va dire, je ne suis plus émotif, je ne serai plus humain, je vais avoir l'air d'un robot, il va ce qui va me manquer, c'est de la ferraille autour, puis réellement, ma tête R2D2. Sauf qu'R2D2 souffre pas. Bon. Mais on va être beaucoup mieux qu'R2D2 ou ZPO, hein. Premièrement, au niveau d'économie d'énergie, sachons ceci. Le fait que le corps physique se repose trop n'accumule pas de l'énergie, gaspille de l'énergie. Alors ça, c'est une forme de gaspillage d'énergie qui est fréquent chez l'homme moderne. C'est qu'il préfère se reposer plus souvent qu'à son tour au lieu de travailler. Et quand je parle de travailler, ben, c'est exact le travail physique, je parle. Je parle pas d'un travail qui est rémunéré. Or, le fait de marcher, le fait de monter des escaliers, de prendre des ascenseurs, on a loué ici au 11e étage, pour rien, hein? Vous ne croyez pas? Je suis déjà en train de perdre du public, là. Bon, on fournit quand même 3 ascenseurs, remarquez bien, mais mais tu sais qu'il y a des hauts et des bas sur les ascenseurs, de toute façon, c'est... Alors, ce qui fait que le corps physique, sérieusement, faut qu'on s'en serve, faut le mettre en forme, faut le renforcer, faut que l'homme, faut que la femme, faut que l'enfant apprenne à un moment donné à comprendre l'intelligence de l'entretien. Parce qu'avant de commencer à se guérir, vous savez, on a une société qui privilégie la cure. On privilégie les guérisons. Mais à un moment donné, il faudra commencer à privilégier l'entretien. Pas attendre qu'il soit trop tard pour, après ça, guérir. Au Canada, c'est extraordinaire, ils ont des maudits bons hôpitaux. Peut-être. Mais un autre pays, ils n'ont pas d'hôpitaux. Ils n'ont pas besoin. Lequel qui est le mieux? Ou est-ce qu'il y a des très bons hôpitaux, puis que c'est tout le temps plein de monde dedans qui en sortent satisfaits ou qui en sortent en chialant? C'est Charles, aujourd'hui, mon repas chaud, il était tiède. Ben oui, Charles. Maintenant, au Mexique, va voir ton repas chaud, comment il va être. Tu sais? Alors, on a une philosophie qui est une philosophie de cure. Et la majorité des personnes s'occupent d'eux autres seulement lorsqu'ils commencent à avoir peur. La majorité, je ne dis pas tous. Il y a ceux qui se sentent visés, là, puis qui veulent se défendre que c'est pas vrai, là, ben, ça, c'est bon pour vous autres, ça. C'est pour ça que vous vous sentez visés, c'est pour ça que vous l'astimez. On attend toujours un peu trop. Lorsqu'on a mal aux dents, c'est là qu'on va chez le dentiste. Maintenant qu'on a pas mal, on y va pas. La majorité. Une chance qu'on fait pas mal de propagande pour pousser le monde à aller chez le dentiste. Financé d'ailleurs par l'ordre des dentistes. C'est économiquement très efficace. Mais ça là, c'est salutaire aussi. Le corps physique, faut l'entretenir, pas nécessairement en s'inscrivant à 1 million de places, mais en s'inscrivant simplement en prenant moins souvent notre automobile, en marchant un peu plus, en portant des paquets, en courant de temps en temps, en jouant dehors. Faites ce que Participation vous dit, c'est déjà l'un des meilleurs critères pour faire évoluer une société. C'est le fait d'avoir du monde malade. Il n'y a pas d'évolution spirituelle, d'évolution ésotérique, d'évolution supramentale, d'évolution quel que soit son ordre. Si des gens partant dans le plan facile, on n'est pas capable. On n'arrive pas à connaître le monde spirituel, puis on veut travailler dedans. Puis le monde physique, on le connaît tout plein, puis on veut l'oublier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps physique, il faut l'entretenir, c'est une chose qui est primordiale et ça va vous amener d'énergie. Vous n'en gaspillerez pas. C'est sûr que si vous passez 12 heures par jour à faire des poids et haltères, là, vous n'avez rien compris encore une fois. Mais le fait de vivre, le fait de vous servir de votre corps physique pour vivre. On a un Mont-Royal ici, même en hiver, on a des places pour faire du ski de fond, on a plein de choses. C'est extrêmement évolutif, ça va créer des êtres humains en santé. Alors c'est totalement évolutif. C'est même presque révolutif, parce que l'homme le fait pas. C'est quasiment une révolution si l'homme commence à le faire. Collectivement, mais parce qu'il comprend. Pas parce que la gang y va. Pas parce qu'il se sent seul chez eux, parce que tout le monde est parti. Parce qu'il comprend qu'il doit entretenir son corps physique. Ça, c'est le meilleur moyen de cesser de gaspiller de l'énergie physique. Lorsqu'une personne travaille 8 heures de temps à placer des boulons, c'est pas du sport qu'elle fait là. Fait que si elle est fatiguée, elle n'est pas fatiguée physiquement. Elle est écœurée psychologiquement et sa psychologie s'exprime dans son physique en le dégradant.
Sortez-la et amenez-la jouer au tennis. Vous allez voir, elle va jouer au tennis, pour être en forme après. Elle n'était pas fatiguée physiquement. Mais ça, elle ne sait pas. Elle est convaincue qu'elle est fatiguée physiquement. Elle l'est pas. Je recommence. On va promouvoir l'aqueduc de Montréal, bien vite. Au niveau du plan physique, c'est facile. Alors, je n'irai pas plus loin au niveau de ce plan-là, au niveau de l'économie d'énergie et de la réénergisation, parce que c'est facile, c'est évident. Peux-tu quand même nous dire ce que vous faites dans le programme Maître Contrôleur au niveau du conditionnement physique ou de l'entretien du corps physique? Brièvement, là, un aperçu. Oui. Bon, disons que au niveau du programme Maître Contrôleur, au niveau du PMC1, on s'arrange surtout pour que les personnes puissent voir à quel point ils en sont au départ. Parce que la psychologie humaine, elle a de ça de mauvais, entre autres. C'est que si elle n'a pas conscience de comment elle est lorsqu'elle commence à vouloir s'améliorer, elle ne prend pas conscience qu'elle s'améliore. Alors, elle est impatiente parce qu'elle recherchait le but là-bas. Fait que si tu lui fais prendre conscience d'où elle est, ben, toi, une fois qu'elle va s'améliorer, elle va en prendre conscience. Fait qu'elle va pouvoir être plus patiente pour pouvoir continuer. Première chose. Au niveau, disons, du PMC2, alors, il y a certains exercices qui datent de l'Antiquité, donc des exercices comme le yoga, qui sont donnés juste pour redonner une souplesse au corps, une souplesse aux articulations, une souplesse aux muscles. Il y a certaines formes d'exercices du PMC qui permettent à la personne de prendre conscience de son corps, conscience qu'elle vit dedans, conscience qu'elle bouge, conscience de ses muscles. Mais elle doit aussi apprendre un peu l'anatomie pour pouvoir se connaître. Mais les choses sont extrêmement faciles. D'ailleurs, on a plusieurs qui l'ont fait, qui n'avaient pas été à l'école depuis 50 ans ou presque, puis il n'y a eu aucun problème, alors faut pas se casser la tête. Sauf que on commence aussi en PMC2, disons, un petit programme de conditionnement physique bénin. Juste pour que les personnes encore puissent prendre conscience qu'ils ont un petit peu de difficulté. Et quand on a de la difficulté à faire quelque chose, ça prouve quoi? Ben, ça prouve qu'on en a besoin. Prouve pas que c'est pas bon. C'est ça qu'à un moment donné, le monde comprenne. Et au fur et à mesure, ben là, évidemment, ça monte. Au niveau PMC5, par exemple, on a des personnes qui, en PMC1, on les avait fait descendre 6 étages à pied, en marchant, et puis on leur a demandé de les remonter en marchant. La moitié qui ont pris l'ascenseur pour remonter, les autres ont monté jusqu'en haut, puis il y avait 2-3 jeunesses là-dedans que ça allait bien. Et puis, en PMC5, présentement, je pense qu'il n'y a pas... Alors, qu'il ferait la moitié du marathon de Montréal sans problème certain. Les arts martiaux, l'équitation, tout ça, ça fait partie de ce programme-là. L'équitation, non. L'équitation, ça fait partie d'un programme au niveau du plan psychologique. Parce que le cheval réagit exactement à ce que la personne émet comme impulsion psychologique. Alors, sa pensée dit, oui, mais moi, je veux qu'il aille tout droit, pourquoi qu'il recule? Ta pensée veut ça, mais ta pensée contrôle rien. Par contre, ta psychologie, ben, elle fait que tu tires tellement ses guides que le cheval t'écoute. Il recule, puis il marche en arrière. Fait que tu vois pas où tu vas, mais tu vois d'où tu viens. Bon. Mais la personne finit par découvrir. Tu changes de cavalier, tu mets un autre cavalier dessus, c'est comme si tu avais changé de cheval. Pourtant, tu as rien changé le cavalier. Alors, disons qu'il y a des choses... Donc, le PMC, ça se vit. Hein? C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Alors, les personnes, évidemment, il y a une condition physique qui se développe au fur et à mesure qu'ils le font. Et ça, ceux qui, au début, ont commencé, n'étaient pas sûrs. Maintenant, ils le savent. C'est évident. Est-ce que vous tenez compte de l'âge des participants? Ah, ben, c'est évident. On tient compte, non pas de l'âge du participant en réalité, mais surtout de son état de départ. Alors, l'âge n'a pas d'importance là-dedans. Puis, à un moment donné, elle y va à son propre rythme, mais ça va vite quand une personne veut. Puis, c'est une fois par semaine. C'est pas nécessaire de se casser la tête. Mais c'est nécessaire d'avoir une philosophie de vie qui fait que tu fais... Pourquoi on est obligé de faire de l'exercice aujourd'hui? Parce que anciennement, on n'en faisait pas, mais anciennement, on marchait, hein, on montait des montagnes, on montait des escaliers, on faisait certains travaux. C'était ça, l'exercice physique. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un gymnase pour recréer synthétiquement des gestes naturels parce que notre société ne nous permet plus de les faire. Alors, faut que tu aies une philosophie, pas une philosophie, une manière de vivre qui prend connaissance de ton corps, des lois qui régissent ton corps matériel, de façon à ce que tu lui donnes la dose minimum d'entretien. Alors, c'est pas nécessaire de faire tous les jours ton jogging. Ça, c'est pour avancer dedans l'amélioration physique. Puis encore, il y a des moyens. C'est très bon, il y a d'autres moyens. C'est pas nécessaire que tout le monde passe par le jogging. Sauf qu'il faudrait au moins que la personne vive un état de vie qui, au moins à chaque semaine, lui donne un entretien régulier. Pour qu'à un moment donné, elle ne se découvre pas vieillie. Parce que la nature passe combien d'années à monter un être, puis après ça, elle laisse libre. Travaille maintenant. C'est parfait. C'est là que ça repose. Puis là, il s'en va.
Alors, c'est ça qui est le problème. Puis dans sa descente, de temps en temps, il fait des remontées. Bon, ben, si à un moment donné, vous faites une remontée, remontez, puis après ça, faites juste vous entretenir, c'est facile. Vous allez mourir un jour. Ouais, mais vous allez mourir en santé. On va faire mal au médecin. Tant pis. Au niveau du bloc émotionnel, maintenant, là, Au niveau de l'énergisation? ou après le corps physique, est-ce que tu veux parler du plan vital? Bon, légèrement du plan vital. Après ça, on va s'attaquer au plan psychologique avec cette conception nouvelle de l'économie d'énergie. Mais c'est une conception nouvelle aussi de la relation entre les autres. Parce qu'au niveau du plan psychologique, qu'est-ce qui fait qu'on gaspille le plus d'énergie psychologique? C'est la relation qu'on a avec les autres. C'est là qu'on perd toute notre énergie psychologique. Et c'est elle qui... On va revenir. Au niveau du plan vital, ben, c'est pas compliqué non plus. Plan vital, plan physique, c'est à peu près la même chose. Plan mental, plan astral, c'est des plans similaires. Alors, ce qui fait que si on entretient le corps physique, on entretient automatiquement le plan vital, la vie. Donc, on est en forme, on est en santé, on marche. Lorsque on mange de la nourriture morte, c'est un problème. Ça veut pas dire que tout le monde doit devenir végétarien. Sauf que j'ai rien contre que tout le monde devienne végétarien. La nourriture morte, qu'est-ce qu'elle fait, la viande, par exemple? C'est que lorsqu'on la mange, évidemment, elle pourrit dans le corps humain. Et beaucoup de systèmes digestifs n'ont pas la rapidité nécessaire pour digérer la viande et l'expulser avant qu'elle ne pourrisse. Alors, évidemment, on se promène avec de la viande pourrie. Et donc, je pousse un peu pour que ça devienne végétarien. Regardez. Non, mais ça, disons que vous ne pourrez pas faire cette expérience-là, mais c'est connu, en tout cas dans certains milieux, que lorsqu'on dissèque un bœuf, ça pue pas trop. Mais lorsqu'on dissèque un carnivore, ou un homme, surtout l'homme c'est l'animal qui pue le plus. Ouvert. Et les carnivores, ensuite, les herbivores, très peu. Parce que l'homme, c'est un omnivore. Il mange de tout, on le sait, hein. Il mange du synthétique, il mange n'importe quoi. C'est un omnivore réel, n'importe quoi. Bon. Et puis, après ça, on a les carnivores. Ceux-là, ben, ont un système digestif approprié à la digestion de la viande, sauf que le problème chez l'homme, surtout, même si leur système digestif est approprié à digérer la viande, cela n'empêche pas quand même qu'il y a toujours une pourriture qui se fait avant l'éjection des matières inertes à l'extérieur. Alors, lorsque l'homme, lui, ce qu'il y a comme problème, c'est que la psychologie de l'homme vient interférer continuellement au niveau de son expression physique. Ce qui fait que l'humanité est constipée. Et l'humanité étant constipée, et ça je l'ai déjà dit, que la plus grande maladie anti-évolution sur la planète Terre, c'est la constipation. Ça en a fait rire, je sais pas si c'est parce qu'il était constipé ou bien non parce qu'il va diarrhée, mais c'est la constipation. Très emmerdant comme problème, j'avoue. Maintenant, le problème de la constipation, et ça, il faut qu'on en parle, on parle du corps physique, à un moment donné, il faut qu'on arrive à parler de ce qui cause des problèmes, pas juste devant un médecin. Lorsqu'on est constipé, alors non seulement ce que nous mangeons qui est mort, en l'occurrence la viande, ou les légumes cuits, ou des choses dans le genre, si on est constipé, bien évidemment, on le conserve chez nous et on n'a pas rien pour le faire vivre. C'est-à-dire qu'au niveau d'énergie vitale, il n'y en a plus, c'est mort. Alors, ça pourrit, et ces pourritures font deux choses. Premièrement, vont être puissants pour vous protéger, d'où gaspillage d'énergie massif, et deuxièmement, pour essayer d'éliminer les toxines à même l'intestin grêle et le gros intestin, de façon à expulser, d'où perte encore. Au fur et à mesure que l'homme qui est constipé mange, toute sa digestion se ralentit, tout ça stagne, et la digestion est chez l'homme l'un des systèmes, l'un des mécanismes qui nécessite le plus d'énergie. Assez que lorsque vous êtes en digestion, vous venez de manger, l'apport sanguin à votre cerveau va diminuer pour pouvoir nourrir plus vite le système digestif, de façon à retirer les aliments assimilables dedans. Ces aliments-là vont dans le sang. Alors, il faut que ça circule. Lorsqu'on constipe de plus en plus, ça demande énormément d'énergie et l'homme perd son degré d'énergie mentale et psychologique. L'homme se sent mal, l'homme se sent colérique, l'homme se sent hargneux, l'homme vit mal. C'est pour ça qu'on a l'expression, va donc... De libérer, oui. Ça règle tout. Mais l'homme pense que c'est un insulte. C'est un bon conseil. Fait que ça constipe. Ben oui. Faut voir les choses comme elles sont.
On pense que l'évolution, c'est compliqué, qu'il faut avoir des livres gros comme ça, puis avoir des petites lunettes, puis des barbes. Ah oui, j'ai commencé à en raser une partie. Oui, j'ai vu ça. Tu commences à... Non, c'est simple, c'est plaisant, c'est amusant, c'est le fun. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on décide de le faire et il faut qu'on comprenne pourquoi il faut le faire. Autrement dit, il faut comprendre l'intelligence de faire des choses. Sinon, notre plan psychologique, lorsqu'il a un désir de quelque chose, il embarque dedans puis le corps physique tombe à côté. Alors, vous avez le choix entre manger un cornet de crème glacée 2 fois par jour, mais si vous aimez bien gros la crème glacée, ben c'est ça. Votre corps physique, au yard. Quand il sera malade, on lui donnera du Valium, on lui donnera de quoi, puis il s'arrangera. Pour l'instant, la psychologie veut se nourrir de crème glacée, puis on se garage dans un magasin. C'est toujours ce qui arrive, c'est que l'homme, comme on disait la semaine dernière, l'homme ne nourrit pas son corps physique, l'homme nourrit sa psychologie. L'homme mange ce qu'il aime. Il mange pas ce qu'il a de besoin. C'est la même chose au niveau du vêtement. L'homme habille sa psychologie. Il s'habille par goût. Mais pas, il vérifie pas si ça l'a, si c'est légalement reconnu par le corps physique. Si ça marche avec le corps physique. L'homme ne vérifie pas ça. Alors, au niveau du plan vital, si l'homme essaie d'absorber de plus en plus de vie, donc de légumes crus, pas pourris, de fruits crus, ben, automatiquement, l'homme mange de la vie. Ces choses se digèrent presque instantanément chez l'homme. Maintenant, ça ne veut pas dire de manger une laitue. Ça va être vache, pas mal. L'homme n'a pas tout ce qu'il faut dans son système digestif pour digérer toutes les légumineuses et tous les fruits, pour digérer tout ce qui est nourrissant à l'intérieur de ce genre de nourriture, de façon à vivre en santé. Son système digestif ne le lui permet pas. Donc, l'homme doit s'arranger pour pouvoir mixer sa nourriture de façon à ce que le système digestif humain n'a pas, d'autres plantes le lui apportent pour digérer les plantes difficilement digestibles. Sinon, là, vous allez être végétarien, maigre comme un pic, squelettique, puis malade. Puis là, vous allez juste aller appuyer la cause des carnivores. D'ailleurs, les carnivores, ils se plaignent que le végétarien, c'est pas bon parce qu'ils maigrissent trop. Parce qu'ils ont peur un jour, il faut qu'ils mangent de l'homme, ils disent homme maigre. C'est pour ça, fait que ils poussent pour que l'homme mange et grossisse. Alors ça, c'est important, c'est qu'on ne se lance pas végétarien simplement par philosophie. Il faut comprendre l'intelligence du mécanisme. On mange la viande encore de temps en temps, ça ne dérange absolument rien. La viande n'empêche pas l'homme d'évoluer. La viande, elle a même permis la création du corps mental chez l'homme. Sauf que présentement, dans le cadre actuel des choses, la viande, mangée comme on la mange, dans un cadre professionnel et familial qui crée une énergie psychologique comme on la connaît, cela nuit de manger de la viande parce qu'on est plus suffisamment intelligent pour la digérer convenablement. Donc, on devrait essayer de rééquilibrer ce mécanisme anti-énergétique en mangeant un peu plus de vie. Donc, comme je disais la semaine dernière, manger de la viande vivante ou encore manger des légumes, manger des fruits un peu plus souvent crus. Lorsqu'on le fait cuire, on détruit la vie. C'est-à-dire que ça pourrit après. C'est plus vivant. Alors ça, c'est bien simple encore au niveau du plan vital. Il ne faut pas s'enfler la tête, il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas virer fou. Parce que si on vire fou, on tombe dans le gaspillage de l'autre plan psychologique. C'est celui-là qui nous force à dilapider presque 90% de nos énergies. C'est celui qui, chez l'homme, veut évoluer, qui est le facteur le plus anti-évolution. Celui qui veut avoir la paix ne peut pas trouver la paix. Celui qui veut être en paix n'est pas en paix. Celui qui veut comprendre à tout prix ne peut pas comprendre. Chez l'homme, on a l'homme psychologique, l'ego, celui qui veut évoluer, celui qui dit « je suis ». Et cet être pseudo-évolutif ne sait même pas où il s'en va. Mais même s'il ne sait pas où il s'en va, il détermine les objectifs à aller chercher et après ça, il fonce pour aller les chercher. Au lieu d'être en paix, l'homme veut être en paix. Et l'homme préfère placer son énergie dans ce vouloir d'être au lieu de la mettre dans cette expression même de ce qu'il recherche. Alors l'homme psychologique va évoluer parce que l'homme psychologique a peur. L'homme psychologique s'ennuie. L'homme psychologique a peur de l'enfer, va aller au paradis. Maintenant, on ne croit plus à ça, parfait.
Mais si je vous demande quand même tout le monde de parler contre Satan, vous le ferez pas. Ça qu'on croit encore tout à ça. Mais pas autant ou pas de la même façon qu'avant. On veut toujours évoluer parce qu'on a peur. Il va falloir que l'homme nouveau finisse par envisager que l'évolution, c'est peut-être quelque chose d'autre que la fuite, qu'une fuite. Il faudra que l'homme nouveau envisage que l'évolution, c'est peut-être intelligent. Et quand je dis intelligent, je ne veux pas dire snobement camoufler le fait qu'on fuit sous le terme d'intelligence. C'est intelligent de se sauver. C'est pas ça que je veux dire. C'est intelligent de se sauver quand on ne peut pas rien faire d'autre. C'est pas intelligent de se sauver quand on n'est même pas poursuivi. C'est ce qui se passe. L'homme qui veut évoluer, prenons juste l'exemple de certains mécanismes d'éducation collectif où, pour te pousser vers Dieu, on crée un monde infernal. C'est ça. L'homme, pour aller vers la paix, s'invente un enfer en arrière de lui. Après ça, il a peur de ce qu'il a inventé, puis là, il se pousse vers la paix. Il ne trouve jamais la paix. C'est l'homme qui l'a placé là, l'objectif. L'objectif n'était pas là. L'homme chemine continuellement dans son évolution, dans sa vie courante. Il veut évoluer dans le syndicat, il veut évoluer dans le plan de Dieu, il veut évoluer dans le plan d'ésotérisme, il veut évoluer dans le plan supramental, il veut évoluer de n'importe quelle manière. Et l'homme ne sait pas ce que c'est que ce genre d'évolution. On ne sait pas ce qu'est la paix, parce que si on le saurait, on serait en paix. Alors, on ne peut pas chercher la paix si on ne sait même pas ce que c'est. Puis si on le sait, on ne cherche plus, on l'a. Alors, il y a un grand problème, un grave problème, au niveau de la recherche psychologique de l'homme, c'est qu'il recherche sans savoir ce qu'il cherche, et sans savoir, il espère trouver, mais il trouve jamais. Bouddha avait déjà dit, il avait bu un verre d'eau avant, Bouddha avait déjà dit que ce que l'homme recherche, ça se trouve toujours en avant de l'homme. Puis quand l'homme s'en approche suffisamment pour le toucher, ça disparaît, ça se retrouve encore plus loin en avant de l'homme. Mais c'est ça que l'homme fait. C'est ça que l'homme fait. Quel que soit l'âge que vous avez présentement, combien de fois avez-vous cru obtenir ce que vous n'avez pas obtenu? Combien de fois avez-vous pensé trouver le chemin pour arriver quelque part, puis en fin de compte, ça ne débouche jamais nulle part? Puis tout ça ne change pas que l'évolution, c'est quelque chose qui existe. Vous avez changé. Vous êtes amélioré pour la majorité. Pas comme vous pensiez. Parce que ce que vous pensiez n'était sans doute pas en harmonie avec la réalité. Mais tout le monde s'est amélioré. Tout le monde. Mais tout le monde ne le sait pas. C'est le problème. On ne peut pas le savoir, parce que quand je vais être amélioré, je vais être bleu. Fait que tu passes par rouge, brun, noir, violette. T'es jamais bleu. Fait que tu te dis, je m'améliore pas, je me rends pire. Non. Tu commences à connaître plus de plans. Ta conscience s'étend. Tu t'empires pas. Tu t'améliores. Et tu le sais pas, parce que pour toi, l'amélioration, c'est d'autres choses. Fait que l'homme change, l'homme cherche. Combien parmi vous pensent qu'ils ne peuvent pas évoluer ou qu'ils travaillent? Ben, tous ceux-là, vous faites fausse route. Combien pensent qu'ils n'évoluent pas dans leur cadre familial? Vous faites encore fausse route. Vous avez à apprendre, vous avez à connaître des choses. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ça n'a plus d'allure, que ça ne fait plus, ben là, c'est fini, on s'en va. Et pas, on s'en va pas parce qu'on a peur. Ou parce qu'on est écœuré. On s'en va quand on n'est plus écœuré. Puis qu'on voit l'intelligence de s'en aller. Sinon, on reste. L'évolution psychologique fait qu'elle canalise toutes les énergies de l'homme, son corps physique, parce que votre corps physique vous a transporté à bien des places sur la planète pour aller mettre votre nez psychologique. C'est correct. Mais la psychologie, la recherche de la psychologique, la recherche spirituelle, canalise les énergies du corps physique, les énergies du corps vital. Combien de fois vous n'êtes pas couché bonheur en écoutant la radio ou d'autres choses? Ça canalise, ça se sert, la psychologie se sert donc de l'énergie vitale. Elle se sert de l'énergie mentale parce qu'elle va empêcher votre énergie intellectuelle ou mentale, une énergie qui est capable de travailler logiquement, mathématiquement, une énergie que vous avez, qui de temps en temps transparaît chez vous et qui vous permet de voir les choses comme elles sont. Et de temps en temps, c'est coloré. Ceux qui, à un moment donné, croyaient en Dieu comme fer, et qui, à un moment donné, ont commencé à raisonner Dieu. Le mental essayait de placer des éléments en ordre.
Et soudainement, la psychologie prenait le dessus. Voyons, je peux pas douter, faut pas. La foi rembarquait, c'est ça. Même la recherche spirituelle manipule le plan mental de l'homme. Et cette recherche, l'homme psychologique, ce que l'homme psychologique fait, ce n'est pas que dans sa recherche, c'est mauvais, sauf qu'il ne sait pas où il va. Hein? Krishnamurti avait déjà dit que lorsque vous allez voir un maître, un gourou ou un prêtre, pour que celui-ci vous amène à la paix, à la pureté et au ciel, alors que vous ne savez pas ce qu'est la paix, la pureté et ce qu'est le ciel, comment vous pouvez faire pour savoir qu'eux autres, ils vont vous amener là? Et c'est ça. Toute la démarche évolutive de l'homme se fait de par ce principe. On ne sait pas, mais on y va. Pourquoi? Parce que si on s'arrête pour se demander, on a l'impression que l'évolution n'existera même plus. Fait qu'on a l'impression de prendre conscience de quelque chose de tellement terrifiant qu'on ne pourra pas l'absorber. Ben, vous allez l'absorber parce qu'à un moment donné, vous allez le comprendre. Vous allez voir que c'est drôlement plus facile après. Et puis, ça ne défait pas tout ce que vous pensiez, mais vous allez voir clair. Puis voir clair, c'est pas un luxe. L'homme psychologique, qu'est-ce qu'il doit faire pour cesser de dilapider son énergie? Première chose à faire. Parce que lorsque vous manquez d'énergie psychologique, vous puisez dedans votre plan vital pour énergiser votre psychologie. Vous vous fatiguez vitalement. Vitalement fatigué, le corps physique se fatigue et à la longue, le corps physique finit par être malade. Parce que psychologiquement, vous ambitionnez. Le plan psychologique, c'est celui qui gaspille le plus d'énergie. Chaque fois que l'homme a peur, chaque fois que l'homme est angoissé, chaque fois que l'homme est heureux, chaque fois que l'homme est malheureux, chaque fois que l'homme désire, chaque fois que l'homme s'ennuie, chaque fois que l'homme espère, l'homme gaspille de l'énergie. Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus être heureux? Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus être malheureux? Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus vivre de plaisir? Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus vivre de malheur? Ça veut dire quoi économiser son énergie psychologique? Présentement, la majorité d'entre vous, vous pensez sans doute que pour être heureux, un homme doit, ou une femme, ou un enfant, doit exprimer son bonheur. Et c'est là le problème. Pourquoi qu'un homme qui vit quelque chose doit-il absolument le communiquer? La psychologie contemporaine a décidé, et elle a dit, et elle enseigne maintenant, que tu as des blocages, communique-les. Tu te libères. Tu te libères pas. Tu t'attaches. Toi, pour l'instant, tu te libères, mais tu te collectivises. Tu te rends normal. Là, on dit que c'est normal de broyer pour un homme. Là, on dit que c'est normal d'avoir fait ça. Là, on te normalise au coton, puis là, tu te sens bien. Sinon, tu veux tellement être normal, puis comme tu le communiques pas, tu te penses tellement normal que là, tu es bloqué. C'est pour ça que la psychologie dit « parle ». Mais c'est pas ça que l'homme doit faire. L'homme ne doit pas être bloqué. L'homme ne doit pas se culpabiliser de faire des choses ou de ne pas être capable de le communiquer. L'homme ne doit pas se culpabiliser. L'homme ne doit pas se sentir anormal. Savez-vous ce que c'est que la normalité? La normalité, c'est ce que tout le monde est. Ça, c'est la normalité. Mais tout le monde est pareil par rapport à tout le monde. Et lorsque les personnes vont voir des consultants, ou des médecins, ou des psychologues, ou des psychiatres, ou des prêtres, ou des maîtres, ou des guides, ou des gourous, la grosse question, est-ce que c'est normal telle chose qui m'arrive? Est-ce que je suis normal? Je pensais que j'étais le seul de même. L'homme ne veut pas s'améliorer à tout prix, l'homme veut être normal à tout prix. Puis ça y coûte cher. Qu'est-ce qui crée la normalité? Qu'est-ce que c'est la normalité? Qui la crée, la normalité? Vous êtes tous normaux. Mais est-ce que c'est toi qui as décidé c'était quoi le cadre normal? Mais non. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? C'est qui a décidé qu'être normal, c'était ce niveau-là? Ben, tout le monde est là. C'est ça être normal. Oui, mais qui a décidé que normal, c'était pas là? Ben, tout le monde est là. C'est ça le problème. Être normal, c'est carrément anti-évolutif. Et pour être normal, on gaspille la majorité de toutes nos énergies psychologiques, vitales, mentales et physiques pour être normal. Soyez anormal.
C'est-à-dire, soyez dans votre intelligence, soyez dans votre énergie, cessez d'être dans l'énergie de la collectivité. Et c'est là que l'homme va cesser de gaspiller. Moi, présentement, je suis totalement heureux. Mais je suis pas là en train de vous dire « je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Pas ça que je fais. Mais je suis complètement heureux. Je suis pas un grand sourire jusqu'aux oreilles parce qu'à la journée longue, ça fatigue. Mais je suis heureux. Je suis pas malheureux. Mais la majorité des personnes, lorsqu'elles vivent quelque chose qui pourrait être énergétiquement constructif, se sentent obligées de le communiquer. Alors, l'énergie que tu accumules, tu la donnes aux autres. Ça l'aide pas personne. Parce que l'homme ne peut pas prendre d'énergie d'une joie à communiquer à quelqu'un pour s'en servir pour comprendre. Il va devoir lui-même vivre le même événement pour filer la même énergie. Alors, le moyen d'arriver, on baissait un peu le ton de la voix. Tu comprends tout, là? Mais là, il y a une chose que je comprends pas, c'est que tu es en train de faire un concours avec moi au niveau de celui qui boit le plus d'eau, c'est tout. Autrement, pour le reste, ça va pas trop pire. Je gagne. Ah ben, je te vois pas peut-être, remarque. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire? On change pas radicalement. On parle ce soir. La vie, c'est là pour les changements. Une conférence, c'est un vécu, mais un vécu de 2 heures. On parle ce soir. Vous ne le faites pas parce que je le dis, vous le faites si vous le comprenez, sinon vous me traitez de fou, puis vous allez vous coucher. C'est parfait. Mais pensez-y. Chaque fois que vous êtes malheureux, vous voulez communiquer. Et si vous ne le pouvez pas, vous allez être encore plus malheureux. Pour la majorité. Parce que l'homme se sent seul. L'homme se sent rejeté. L'homme a besoin d'être aimé. L'homme est complètement assujetti à l'extérieur. C'est pas lui qui mène, c'est le reste. Et ça, faut que ça cesse. Chaque fois que vous allez vous prendre en main, vous allez libérer les autres qui s'occupent de vous autres. Puis ça, énergétiquement, c'est incroyable le résultat qu'on va pouvoir en retirer. Prenons l'exemple que tous nous autres ici ce soir, on est la constitution globale de l'humanité planétaire. Alors, on est 5 à s'occuper d'évolution de François. Il n'est pas assez évolué, puis il comprend pas, puis il file pas, puis il est niaiseux, puis bon, on s'en occupe. Mais il y en a 5 autres qui s'occupent de mon évolution, 5 autres qui s'occupent d'évolution d'une autre personne qui fait partie des 5, puis 5 autres qui s'occupent de la sienne, puis lui s'occupe de celle d'un autre. Mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, parce que je m'occupe de lui. Mais la journée qu'il se prend en main, lui, puis qu'il décide qu'il s'occupe de lui, je le prendrai pas. Parce que moi, je cherchais quelqu'un à qui m'occuper. Mais par contre, il me libère. Il me libère complètement parce que je suis libre maintenant, je peux prendre mon temps et mon énergie pour moi, j'ai plus besoin de m'occuper de lui. Il en libère 5, ou 15, ou 20. Il y en a du monde qui s'occupe de vous autres. Puis si moi, à un moment donné, ben, moi aussi, je décide de m'occuper de moi-même parce que maintenant, j'ai le temps, je veux plus mon énergie chez lui. Ben, j'en libère 5 autres. Puis si les 5 que lui a libérés font la même chose, ça fait 25 qui sont libérés. Puis là, on y va à coup de 5, mais souvent, on est plus que ça que d'une personne. Hein, il y a le patron, il y a les employés, il y a les voisins, il y a le policier qui vous arrête, il y a le professeur d'école, il y a la maîtresse qui appelle. Plein de monde s'occupe de tout le monde. Et on trouve que c'est normal de s'occuper des autres. Alors qu'en réalité, il serait beaucoup plus naturel de s'occuper de soi, à la condition que l'homme comprenne l'intelligence de l'utilité de la relation. Alors même si je m'occupe que de moi, ça ne veut pas dire que je ferme mes portes à François. Parce qu'il y a des choses à m'apprendre, puis mot-à-ditement plus s'il commence à s'occuper de lui. Parce que là, il va découvrir des choses qui vont être authentiques. Ils ne seront pas copiés chez quelqu'un d'autre. Colorés par sa psychologie, parce que l'autre camoufle, par tout ça. Il va fouiller chez lui. Fouillant chez lui, là, j'ai de quoi apprendre de lui. Et je m'occupe de moi, puis il vient pas pour m'instruire. Il vient pour parler. Et en parlant, il va apprendre. Puis moi, en parlant avec, je vais apprendre. Puis tous les deux, on fait un échange d'énergie totalement équitable. Puis tous les deux, on est correct. On gaspille pas notre énergie. Mais présentement, l'homme, c'est pas ça qu'il fait. L'homme a besoin, lorsqu'il est heureux, de le dire. L'homme a besoin, lorsqu'il a peur, de crier, de trembler, de shaker, de le communiquer. L'homme a toujours besoin de communiquer ses problèmes. L'homme a toujours besoin de communiquer son schéma émotif. Et ça ne veut pas dire que l'homme ne doit plus en avoir. Et ça veut dire que l'homme doit commencer à essayer d'assumer lui-même ce qu'il vit.
Et non plus essayer de le partager pour le faire assumer en collectivité. C'est ça qui est le problème. Si vous pleurez dans le métro, puis que tout le monde vous dit, ben voyons, c'est normal, lâche pas, ça fait du bien. Ça va bien. Mais si tout le monde commence à vous regarder comme si vous aviez la peste bubonique, ça va vous sentir mal. Pourquoi? Il s'est rien passé de plus. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon juste parce que les autres vous disent que c'est bon, puis c'est mauvais quand ils me disent que c'est pas bon. C'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est ça qu'on se pose comme question. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Hein? Mais là, vous faites avoir parce que c'était bon. Tout le monde disait oui. Puis si tout le monde vous dit que c'est pas bon, puis vous avez l'air d'un anormal total, ben vous êtes plus capable de savoir si c'est bon. Puis ça, il faut prendre conscience de ce mécanisme-là où on n'est pas capable par nous autres mêmes de savoir ce que nous autres mêmes nous valons. Nous sommes obligés de le demander aux autres. Puis les autres, ben on accrédite ce qu'ils nous disent. Mais les autres ne peuvent pas le savoir comment qu'on est. Je fais quelque chose, tout le monde applaudit. Je me dis, c'est bon. Je fais la même chose, personne n'applaudit. Je me dis, c'est pas correct. Oui, mais je peux pas savoir de par moi-même si ce que j'ai fait est correct ou non. J'ai toujours besoin de savoir par les autres. L'homme est debout. L'homme est nouveau. L'homme est dans son énergie lorsque lui sait que ce qu'il fait est bon ou mauvais. Pas par rapport à ce que les autres en pensent. Et l'homme va donc commencer à vivre pleinement, non plus la communication de lui-même pour rechercher l'accréditation extérieure, il va vivre pleinement une communication envers lui-même. Et lorsqu'il y aura intelligence de communiquer avec un autre, comme on fait ce soir, comme on le fait souvent, ben, on communique. Et lorsqu'il n'y en a pas, vous savez quand quelqu'un, comme par exemple, si quelqu'un ici dans la salle se lève et me donne un paquet d'injures puis s'en va, ben je destine pas. Hier, sur les ondes, on a une personne, justement, qui nous a envoyé promener. Et puis, c'était tout à fait compréhensible. Dans l'état où cette personne-là était, c'était tout à fait normal. Et elle a rappelé 2 heures après pour s'excuser. Mais elle s'attendait à ce que nous autres avec, on l'envoie promener. C'est une perte d'énergie. Pourquoi qu'on le ferait? Et même pourquoi qu'on se sentirait frustré qu'une personne fasse ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'un autre trouve que vous êtes laid? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y a toujours du monde qui vont vous trouver laid, il y a toujours du monde qui vont vous trouver beau. Alors pourquoi faut que du moment qu'il y en a un qui te trouve laid, faut que tu tout mettre ton énergie pour prouver que c'est faux? C'est le même qu'on perd de l'énergie. Tu dis quelque chose, le gars, voyons, c'est bien niaiseux de penser comme ça. Quand tu vas au centre de l'universalité, fou, faut être sérieux en tabarnouche. Pourquoi faut que tu te défendes? Pourquoi faut que tu t'expliques? Pourquoi faut absolument que tu permettes à l'autre de tout prendre ton énergie pour que lui puisse s'alimenter avec ça? Puis toi, ben, toi, tu es encore tenu, tu perds ton énergie, tu es encore tombé dans le doute, tu vois plus clair comme tu voyais. C'est normal, tu as perdu en énergie. Tu peux plus comprendre comme tu comprenais. Parce que tu as brisé des strates d'énergie pour pouvoir énergiser l'autre. Pour pouvoir le convaincre. Mais ça, il faut arrêter. Faut arrêter. Soyez donc sûr que ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Alors, plus il y a d'ego dans une personne, plus elle va passer son temps à vouloir convaincre les autres. Moins il y a d'ego, plus elle va passer son temps à vouloir se justifier. Mais tout ça, de toute façon, c'est parce qu'il y a de l'émotion dans la pensée, dans le mental. En fait, exactement. En fin de compte, ça revient à ça. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que François vient de dire, mais tout ça, c'est parce qu'il y a de l'émotion dans le mental. C'est ça. Alors, il faudrait qu'on essaye, et c'est surtout là que ça peut être difficilement compréhensible, il faudrait qu'on essaye de temps en temps, à titre d'expérience, pour commencer, avant de dire que c'est bon ou pas bon, maintenant, ne demandez pas aux autres si c'est bon. Ça sera pas bon. Faites-le. Observez-vous. Observez ce qui se passe. Demandez-vous pas si vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Bon. Fait que ça, réglez ça une fois pour toutes. Une personne qui veut s'améliorer est anormale. Puis inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas tout seul. On est là, nous. On est tous fous. On va se la faire, la micro-société de l'homme nouveau. C'est pas un problème, c'est pas important. Si vous êtes heureux, êtes-vous normal? Non. Pas normal d'être heureux dans la société. Puis aller devant quelqu'un, vous avez même sans doute déjà réagi comme ça. Quand on demande à quelqu'un, passez à la télévision à un moment donné, puis on vous interviewe, êtes-vous heureux? Ah, moi, totalement, tous les jours.
Tout le monde a une seule pensée quand ils vous entendent. Un gars l'autre. Oui. On peut pas croire. La personne est anormale. Puis si on lui dit, ouais, mais sortez-vous de Saint-Jean-de-Dieu, là, vous? Ben là, elle ira plus dire qu'elle est heureuse, là, elle, là. Parce qu'elle vient d'apprendre que c'était pathologique. Mais tout le monde recherche ça, mais personne ne peut l'être. Et ça, c'est pour ça que je vous dis que vous devez vous déconnecter de la conscience collective. Vous devez en arriver de par vous autres à savoir si vous êtes correct. Puis cherchez-le en partant, vous ne pouvez pas être autrement que ce que vous êtes. Fait que vous êtes correct. C'est pas le choix. Vous ne pouvez pas être autrement, vous êtes correct. Sauf qu'on demande aux autres. Fait que l'autre dit, ben vois-tu, tu serais bien mieux avec des cheveux verts. On se met des cheveux verts. Si mon père a une quincaillerie, il vend des mots du bon clou. On met des clous. On se met en mode. Collectif, c'est au bout. Faut être en mode. Faut pas être en mode. Faut être dans son énergie. Si votre énergie fit avec la mode, tant mieux. Si elle fit plus, tant pis. Soyez heureux. Soyez malade. Soyez anormal. Soyez heureux. Un exercice qui est très bon pour vous permettre, encore, je répète, demandez pas aux autres si ça marche. Et juste le fait, j'en reviens encore là-dessus, c'est très important, juste le fait d'être capable de savoir de par vous autres ce que vous êtes vous autres, ça va vous faire avancer comme jamais l'homme a évolué. Il y a quelques rares exceptions qui ont su de par eux autres ce qu'ils faisaient. Et ceux-là, on les a déifiés pour les appeler maîtres, puis on est allé leur demander ce que je fais, c'est correct, maître. Bon. Mais ça, venez pas me demander ça parce que vous n'aurez pas de réponse. Ou moi, vous chargez cher en maudit. Et vous allez payer pour. Lorsque cette nouvelle, disons, cette forme d'expérience que vous pourriez tenter, qui serait très bon, ça serait simplement d'essayer de parler. Pour commencer, parler. Après, parler et penser, donc les deux phénomènes. Parler et penser, en essayant d'exclure totalement, sur chaque mot prononcé, l'émotion qui tend à monter avec le mot. Et lorsqu'on construit une phrase, on ne doit pas non plus laisser aucune émotion venir se placer sur la phrase. Pas d'émotion. Il faut donc d'abord être capable de voir l'émotion qu'il peut y avoir dans le mot. Hein? En faisant cette expérience-là, on va automatiquement justement arriver à voir toutes les émotions de quelle façon que vous charriez vous-même. Ça, c'est encore le collectif qui a mis cette émotion-là dans évidemment. C'est dans notre mémoire. Alors, tu sors quelque part, puis quelqu'un arrive, puis as-tu vu sa robe? Elle parle avec une émotion. Toi, tu comprends, as-tu vu sa robe? Tiens, ben oui, elle a vu ma robe. Ça va. Mais vous ne pouvez pas être malheureux. Et puis, n'importe quoi qui va arriver. Quelqu'un vous donne une insulte. C'est quoi une insulte? Une insulte, c'est pas des mots. Une insulte, c'est un paquet d'émotions. Mais c'est vous qui décidez que l'émotion en vous reliée, ce mot-là monte. Et c'est donc vous qui vous insultez. C'est en fait la couleur des lunettes de la personne qui nous regarde. Elle voit à travers ce filtre-là, puis c'est ça. Si moi je dis t'es laid, moi je dis rien. Mais si le mot laid dedans toi ramasse une énergie dégueulasse, ça monte au cerveau, puis tu viens bleu, tu t'es insulté. Mes mots ont permis d'aller chercher chez toi des choses. Mais ce que vous trouvez d'insultant chez vous, c'est ce qui se trouve chez vous, que les mots d'un autre viennent monter à votre surface. C'est ça que vous trouvez écœurant. C'est pas l'autre. C'est ce que ces mots, à lui, viennent chez vous faire remonter. Si vous ne savez pas ce que veut dire le mot laid, il ne peut pas vous insulter. Alors, ça dépend de ce qui est attaché à ce mot-là. Chez vous, pas chez l'autre. Essayez ça, de voir les mots clairs, pas d'émotion dans le mot. Puis parlez en essayant de vider l'émotion dans le mot. Vous engueulerez plus, vous chicanerez plus, puis ça va être drôlement mieux. Transmettre de cette façon-là l'énergie émotionnelle en énergie mentale, là, c'est récupéré. Totalement et facilement. Ça, c'est une clé. Puis l'homme reste humain, mais mauditement plus efficace, par exemple. Quelle est la différence entre de l'émotion et un sentiment? Bon. Pour pouvoir comprendre les différenciations entre différents mots, il va falloir qu'on ajuste une définition à un mot, après à un autre mot, et qu'on se tienne à ces définitions-là. La majorité des personnes, lorsqu'elles vont s'engueuler au niveau de problèmes spirituels, ésotériques et même politiques, même familiaux, ça va être surtout parce qu'ils emploient les mêmes mots avec des définitions différentes.
Alors donc, je vais donc définir ce que, pour moi, est l'émotion. Je peux définir ce qu'est l'émotivité. Et on peut définir aussi ce qu'est un sentiment. Maintenant, il faudra, pour bien comprendre la suite, si par après je réemploie ces mots à partir des définitions que je vais donner, il faudra qu'on les accepte à partir des définitions que j'ai données. Vous les employez comme vous voulez, mais ne dites pas que, ah oui, mais une émotion, c'est important si tout à l'heure j'ai défini l'émotion comme étant quelque chose de mauvais. L'émotion chez l'homme, disons que le sentiment, c'est lorsqu'il y a une expression extrêmement bénigne, d'une harmonique vibratoire, et cette expression, elle est conscientisée par la psychologie de l'homme, donc l'homme en prend conscience. L'homme a un sentiment. Lorsque le sentiment peut s'approprier des énergies de l'homme pour pouvoir grossir, il finit par devenir une émotion. Et l'émotion peut aller jusqu'à une phase très perturbatrice chez l'homme, qui peut même aller jusqu'à emporter le corps de l'homme dans une inconscience, c'est-à-dire on a les chocs psychologiques où les personnes tombent des pommes, là, parce que psychologiquement ils vivent des choses trop grosses, souvent émotives. Donc le sentiment, c'est quelque chose qui est l'expression, et disons que on ne devrait pas permettre à l'émotion ou au plan de l'astral, au plan psychologique, de s'exprimer plus puissamment que dans un sentiment. En haut de ça, ça peut commencer à devenir dégénérateur pour le corps physique, pour le corps vital, pour le corps mental. Donc, ça peut entraîner des pathologies à la longue. Et on connaît suffisamment de maladies psychosomatiques, presque toutes nos maladies le sont d'ailleurs, pour savoir qu'effectivement, l'émotion vécue, pas l'émotion mal vécue, l'émotion vécue. On a des personnes qui ont des problèmes coronariens ou des problèmes stomacales, des ulcères d'estomac, des choses comme ça, parce qu'ils vivent des émotions, ils les vivent très bien, mais des émotions que nous appelons négatives. Et on a d'autres personnes qui vivent des cancers de la rate, du pancréas, parce qu'ils ont trop d'expressions heureuses. Ils rient trop, s'amusent trop, tout le temps. Alors on n'a pas de mauvaises ou de bonnes émotions. On a des émotions. Et l'émotion chez l'homme dégénère son corps physique parce que l'émotion, je ne parle pas du sentiment, le sentiment, vous sentez que vous avez un sentiment. Vous avez un sentiment que vous aimez quelque chose. Parfait. C'est nécessaire de l'exprimer, de le dire à tout le monde. À la chose, si c'est un être humain, vous allez lui dire pour l'attacher. Faut qu'elle sache que vous l'aimez. Parce que quand elle va le savoir, elle va être attachée. Ça, l'amour humain. Ça, c'est tout à fait normal. Sauf que le fait de trop mettre de l'énergie dedans crée une émotion. Et lorsque la chose s'en va, votre auto rouille, votre femme, votre mari, ou encore votre blonde, votre chum casse avec vous, ben, si c'est rien qu'un sentiment, vous n'en souffrirez pas. Si c'est une émotion, cette émotion-là va virer de bord complètement, puis elle va se transformer en une émotion que l'homme va appeler négative, mais c'est la même émotion. Elle est suscitée par le même problème. Combien de personnes sur la planète sont mortes d'avoir trop aimé? Puis combien ont tué parce qu'ils aimaient trop? Ben c'est ça, l'émotion, c'est une émotion. Et on ne peut pas dire, oui, mais tu sais, c'est parce que là, lui, là, réellement, il aimait trop, là. Lui, il dépassait les bornes. Qui va les fixer, les bornes? Le corps physique va les fixer, les bornes. Pas votre corps psychologique. C'est lui qui s'exprime. Lorsque quelqu'un fume, ben fumer juste correct, là, ben c'est comme qu'il fume. Fait que 2 paquets par jour, c'est la limite, c'est ce que je prends. Puis l'autre à côté, ben 2 cigarettes par jour, c'est la limite, c'est ce que je prends. Puis l'autre à côté, 2 cartoons par jour, c'est la limite, c'est ce qu'il prend. Fait que c'est pas votre psychologie qui va déterminer les limites de l'expression dangereuse dans l'émotion. C'est votre corps physique. Dormez-vous bien? Êtes-vous en parfaite santé et en parfaite forme physique? Parfait. Sinon, ben, il y a des choses qui se passent au niveau de votre corps physique qui vont être altérées par votre condition psychologique. Le sentiment, c'est normal. Le sentiment, c'est la trace qui se fait dans le plan psychologique de l'homme lorsqu'il se passe quelque chose. C'est la relation du plan psychologique avec l'extérieur, le sentiment. Lorsque cette relation prend l'envergure de l'homme au complet, c'est l'émotion. Et cette envergure-là, même si elle est exprimée d'une façon irraisonnée ou d'une façon raisonnable, elle amène quand même des perturbations chez l'homme. Alors, au niveau perturbation, il est bien évident que lorsque vous souffrez, par exemple, d'un ulcère d'estomac, ou vous souffrez de rhumatisme déformant, prenons cet exemple-là, qui va très bien aller d'ailleurs,
Psychologiquement, la personne a un problème. Et à un moment donné, elle crée un rhumatisme déformant. Les articulations viennent tout croche. Et on a découvert aux États-Unis que si on projetait des films comiques et qu'on faisait rire ces personnes-là presque 12 heures par jour pendant quelques semaines, ils font juste rire, leur rhumatisme s'en va et leurs articulations reviennent normales. Et si on pousse le rire une fois qu'ils sont guéris, ils développent une autre pathologie. Alors, la vibration émotive créée chez l'être humain vient, on perd quelque chose dans le plan vital de l'homme et évidemment dans le corps physique. Donc, si tu es malade, tel genre de vibration contrecarre la maladie et lorsque tu es en santé, ben là, elle déforme ailleurs. Alors, il faut donc que la personne s'arrange pour avoir un équilibre. Alors, si, et la nature vous donne l'équilibre, mais l'homme maintenant le perd, l'équilibre. Si vous voulez être heureux et ne pas en être malade, vous allez devoir être malheureux aussi souvent que vous allez être heureux. C'est là, c'est équilibré. Et physiquement, vous allez être équilibré. Trop malheureux, trop heureux, maladie. Maladie amène le malheur. Alors, celui qui est malheureux qui sera malade, il sera malade. Celui qui est heureux qui sera malade serait harmonie, il redevient heureux, parce que la maladie le rend malheureux. Donc, il s'équilibre. Le sentiment, c'est la trace laissée par un événement dans la psychologie de l'homme. Si le sentiment grossit, prend de l'énergie pour devenir l'envergure de l'homme, l'homme devient émotif, l'homme devient l'émotion, tu es la colère, pense du moins, tu es la peur, tu es l'angoisse, tu es la jalousie, tu es l'amour total et planétaire, ben tu risques de payer le prix. Le sentiment, pas de problème. L'émotion, c'est d'autres choses. Et chaque fois que vous avez un sentiment, il ne se passe rien dans votre corps physique. Chaque fois que vous avez une émotion, par exemple, votre cœur s'accélère, vous transpirez, il se passe des choses. C'est pas le problème. Les sentiments, pas de problème. Les émotions. Si les paroles des autres sont une question de résonance au niveau de notre psychologie, pourquoi les parents s'offensent-ils tant d'entendre leurs adolescents répliquer? Deuxièmement, que pensez-vous de la politesse? Je sais pas si c'est un adolescent qui pose cette question-là. J'espère que son père et sa mère sont précis. Bon, la politesse, c'est une diplomatie nécessaire parce que créée par la société, créée par l'homme qui a décidé de camoufler, c'est-à-dire que la politesse, c'est d'être capable de faire comme si on ne s'apercevait pas de ce qu'on voyait chez les autres. La politesse, c'est de faire le cave un peu. Politesse. Je parle de faire le cave, faut s'entendre. Si tu rentres quelque part et tu n'es pas capable de passer là sans recevoir un coup de baguette à la tête parce que tu n'as pas dit bonjour, monsieur, comment allez-vous ce matin, ben évidemment, t'es cave si tu ne dis pas. Fait que tu rentres, tu dis bonjour, monsieur, comment allez-vous ce matin, puis le gars, tu es content, le gars, il t'ouvre la porte, hein, là, tu rentres. Mais le cadre social fait qu'à un moment donné, si toi tu arrives, on en a parlé à un moment donné à la radio puis une fois en conférence, si tu as un peu de moutarde après la moustache, la politesse fait que personne ne le voit. Parce qu'il ne faut pas qu'il perde la face. C'est ça la politesse. Alors l'homme nouveau n'est pas poli parce que lui n'est pas impoli. Alors moi je peux dire crime, t'as encore de la moutarde. Tu vas dire ah oui, ah ben pas facile, l'autre, tu mets ça là, puis c'est réglé. Hein? Bon. Alors la politesse, elle est totale chez l'homme nouveau parce qu'il n'y en a pas. Elle n'est pas nécessaire. Qui, comme je disais, qui souffre de l'impolitesse? Le poli, pas l'impoli. Fait que l'impoli, il souffre pas de la politesse, il souffre pas de l'impolitesse, puis le poli, c'est lui qui sait vivre, ben c'est lui qui souffre. Fait qu'il paye pour savoir vivre. S'il rencontre quelqu'un de poli à son niveau, tout va bien. S'il rencontre un impoli, il est frustré. Puis l'impoli, il prend balance. La politesse, c'est l'art de faire comme si on ne voyait pas les défauts des autres. Ça, la politesse. Et c'est utile lorsque l'homme communique d'égo à égo. Mauditement utile. On serait même pas vivant à sa planète s'il n'y aurait pas eu de politesse. Mais lorsque l'homme peut communiquer de mental à mental, on n'a plus besoin de politesse. Crime d'une tache de moutarde sur sa moustache, ben au-delà, ça met là, c'est tout. Il y a plein de monde qui sont dans leur ego puis qui vont rire, qui vont se sentir mal pour toi. Parce que l'homme aime ça, se sentir mal pour l'autre. C'est fréquent, ça. Lorsque... Bon, même pas. Si, je l'ai compris. Ça fait encore partie des règles de communication de l'homme ancien, mais oui, c'est au niveau de la contact c'est une diplomatie mental... pour l'instant, tu n'as pas le choix, parce que l'autre ne peut pas comprendre que toi, tu sois direct. Mais ça c'est la deuxième partie de la question. On respecte ça parce qu'on le comprend. Il faut le respecter, c'est même intelligent de le faire, comme tout à l'heure je te disais. Si le gardien de la compagnie où tu travailles, lui, il ne fait pas rentrer si tu lui amènes pas un cadeau, ben amène un cadeau. Ou ben non, ben convertis-le. Mais tu sais, fais quelque chose. Mais si tu penses,
Comme exactement. Un policier vient de donner une contravention, puis tu l'envoies promener. Ben, il va peut-être aller promener, mais il va rire en crime, parce que tu vas payer sa promenade. Fait que dans ce temps-là, ben, sois plus brillant, puis sois poli. En plus, si tu es dans le tort, ben, si tu veux pas être poli, ben, au moins, insulte-le pas, parce que c'est rare que les policiers arrêtent le monde qui sont pas dans le tort. De toute manière, ceux qui payent une contravention qu'ils méritent pas, ben, ils la payent pour toutes les fois qu'ils ont fait de quoi puis qu'ils ont pas été pognés. Si les paroles des autres est une question de résonance au niveau de notre psychologie, pourquoi les parents se sentent-ils d'entendre de leurs adolescents répliquer? Parce que l'éducation que nous avons donnée aux enfants pour qu'ils deviennent des parents de façon à ce qu'ils éduquent leurs enfants, c'est de là que ça part, ben, le parent a raison. Et le père et la mère ont priorité sur la connaissance dans la famille, et c'est eux autres qui doivent avoir le dernier mot. Parce que l'enfant étant jeune, étant adolescent, étant tout frais naissant, eh bien, il ne peut pas en savoir plus que les parents. Ça se fait pas. Parce que les parents croient qu'ils ne sont pas capables d'enfanter quelque chose de supérieur. Les parents croient qu'ils ne sont pas capables d'éduquer suffisamment bien leurs enfants pour qu'ils deviennent intelligents plus vite que les autres. Ils pensent pas qu'ils peuvent faire ça, les parents. Ils se croient imminables, c'est le cas de le dire. Alors, ce qui fait que lorsqu'un enfant réplique, ben, le parent ne le prend pas parce que l'enfant devrait dire oui, papa, oui, maman. C'est tout. Les professeurs le prennent pas plus. Puis, dans l'administration sociale, on le prend pas non plus. Allez dire à un juge ce qu'il doit faire. Faudra pas qu'il y ait beaucoup d'ego pour pas vous coller 2-3 jours de plus de prison. Parce que même si vous avez raison, vous pensez par passer par le protocole. Devenez avocat, devenez juge et venez me parler. Sinon, mais il y a des juges qui sont corrects, en passant. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ego, l'orgueil des parents fait qu'ils ne peuvent pas admettre que... Mais regardez ceci. Ça vous a pris, par exemple, 30 ans avant de comprendre quelque chose. C'est donc normal que vos enfants bénéficient. Donc, c'est normal qu'à l'âge de 12 ans, ils comprennent ça. C'est donc normal qu'à l'âge de 14 ans, ils se posent des questions que vous n'êtes pas posées à l'âge de 14 ans. C'est donc normal qu'à l'âge de 16 ans, il y ait un point de vue que vous n'avez peut-être même pas encore. C'est grâce à vous. Pas à cause, c'est grâce à vous. C'est tout à fait normal. Mais les parents ne comprennent pas ce mécanisme-là. Moi, quand j'ai suivi des cours de judo longtemps ici, et à un moment donné, j'ai fait une compétition avec mon professeur, qui était à l'époque un des champions qu'on avait au Canada. Il y en avait 3 d'ailleurs. Il y avait chacun nos écoles. Et puis, à un moment donné, je l'ai battu. Mais une fois parmi 40 combats. Parce qu'à un moment donné, ça arrive, hein, que t'es chanceux. Ou que lui fait une erreur que tu peux pas quitter. Tout le monde dans la classe m'a rire. Le prof, il se lève en riant lui avec, puis il dit « Hey, vous êtes cave. Si un prof est pas capable de bâtir des élèves supérieurs à lui, ben, il vaut rien. » Effectivement, le parent, c'est pareil. Si le parent est pas capable, imagine-toi si toi, ton orgueil fait que tes enfants doivent toujours être inférieurs à toi. Mais leurs enfants vont être inférieurs aux autres. Puis leurs enfants inférieurs aux autres. Ils changent pas ce qui se passe, c'est toujours supérieur. Fait que les parents qui l'acceptent pas, c'est quand même supérieur, mais c'est le même qu'on avance. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est que les parents n'ont pas compris ce mécanisme-là. Mon enfant, il a 12 ans, puis il m'apprend des choses, mais il me les apprend pas spirituellement, il me parle d'en face. Puis quand il a raison, ben il a raison. Puis quand il a tort, ben j'y parle d'en face. Mais à un moment donné, il va accepter quand j'ai raison, que j'ai raison, parce qu'il va raisonner. Mais si toi, une fois qu'il a raison, moi je l'envoie promener, ben quand j'envoie raison, il va m'envoyer promener le avec. Parce qu'à un moment donné, moi je me ferme, ben je ferme, c'est simplement ça. Puis on a déjà parlé des conflits de génération, il n'y en a pas. Les adultes s'entendent pas entre eux autres, s'entendent pas avec les enfants. C'est pas un conflit de génération, personne s'entend. Comment canaliser l'énergie physique et vitale chez un enfant hyperactif? Bon, l'enfant hyperactif a une facilité qui n'est pas, disons, qui est presque pathologique, d'exprimer ses énergies psychologiques instantanément et continuellement par le corps physique. Alors, dépendant de l'âge de l'enfant, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Bon, et disons qu'il y a des choses que je pourrais amener ici, mais qui pourraient être dangereuses si elles sont mal faites, parce qu'il y a des ondes de forme qu'on peut employer, disons, pour alléger un peu le fardeau de l'hyperactivité infantile, mais donc ça serait trop pourrait être dangereux. La meilleure chose à faire, c'est d'arriver à pénétrer le champ psychologique de l'enfant encore là. Disons que
pour être bien honnête, là, il n'y a pas grand monde présentement qui serait capable de faire quelque chose avec un enfant hyperactif. Canaliser son énergie dans les arts martiaux, quelque chose comme ça, peut-être. Autrement, ce qu'il faudrait faire, ce serait de pénétrer sa psychologie pour aller chercher, pour trouver qu'est-ce qui s'exprime trop radicalement, immédiatement dans le corps physique, pour donner un support à cette expression-là ailleurs. Les arts martiaux, la peinture, un hyperactif peut aimer peinturer, mais habituellement, ils vont surtout aimer détruire, démolir. Parce que les hyperactifs sont du monde qui, habituellement, vont tout casser, ils vont démolir, ils vont faire mal à leurs amis, etc. Alors, normalement, il y aurait les arts martiaux, mais encore là, ça dépend de où on les envoie, parce que d'un hyperactif, on peut en faire un bon batailleur de rue. Hein? Ça dépend où on l'envoie. Mais effectivement, les arts martiaux, pas le karaté, l'aïkido, non, ça dépend de l'âge. Disons que si ça intéresserait la personne, c'est que de 12 ans en descendant, le judo, c'est parfait. 6 ans, aller à 12 ans, le judo, c'est ce qu'il y a de mieux pour replacer un hyperactif, à la condition que le professeur vienne pas fou avec. Parce qu'à un moment donné, ça passe. J'en ai souvent eu des hyperactifs comme élèves, et puis ça allait bien. Sauf que, comprenant l'hyperactivité chez un enfant, ben évidemment, on l'accepte. Alors, il faut donc avoir un professeur qui est compétent, un éducateur qui se sert du sport pour éduquer, pas un éleveur, qui n'est pas un fabriqueur de combattants puis de compétitionneurs, là. En haut de 12 ans, l'aïkido peut servir, le judo peut servir, toujours pas le karaté, parce qu'ici, on n'a pas suffisamment on n'a pas d'éducateur dans le karaté qui pourrait s'occuper, il y en a pas. Bon, puis je sais pas que je les connais pas toutes, mais j'ai vu que ça donnait suffisamment. Il n'y en a pas. Alors, ce serait le judo, l'aïkido, puis de 6 ans à 12 ans, ce serait le judo. Pourquoi? Simplement, là, c'est pas qu'il n'y a pas, etc., c'est simplement que l'enfant a besoin de se battre. S'il se bat en karaté, il y a des problèmes. Il n'y a pas de karaté aux Olympiques. Ils l'ont éliminé aux Jeux du Québec parce qu'il y avait trop de problèmes. Les parents et les éducateurs chicanaient les enfants quand ils perdaient le combat. Au niveau du judo, tu as un combat qui est réel. Donc, tu épuises ton énergie psychologique qui est trop grande dans le combat réel et tu ne peux à peu près pas te blesser. Et donc, tu ne retrouves pas ça dans aucun des autres arts martiaux. En aïkido, tu peux canaliser cette énergie-là dans le contrôle, mais il n'y a pas de combat en aïkido. C'est pour ça qu'en bas de 12 ans, c'est pas suggéré, l'enfant va être totalement impatient là-dedans, puis il va s'ennuyer à mort. Alors, il y aurait le judo, entre autres, oui. Est-ce utile d'écouter des cassettes d'une conférence après avoir entendu cette conférence? En écoutant une cassette, n'avons-nous pas tendance à intellectualiser l'information? Bon. Je dirais pas que c'est pas utile, parce que mon boss n'aimera pas. Il y a une seule façon d'écouter une cassette pour que cette cassette-là soit créative et constructive chez l'homme. Il y a une façon. Et cette façon-là, c'est de l'écouter les yeux ouverts. Très attentif, c'est ce que je veux dire. La personne qui est dans son lit, avec des écouteurs, et puis qui se laisse aller à écouter une conférence, il y a un très gros danger. Danger de se laisser assujettir par le conférencier à un moment donné, c'est-à-dire que puis elle qui va penser, ça va être l'autre. Vous devez écouter les cassettes, c'est très bon, aucun problème, exactement comme quand on lit un livre, vous devez être attentif et écouter chaque chose qui se dit. À un moment donné, le clic. Ça, là, ça a-tu l'allure ou non? Et pas faire la cassette au complet sans jamais vous interviewer, vous poser des questions. Ça, c'est pas bon. En conférence, on peut pas arrêter le conférencier tout le temps. Bon, on a une période de questions. Mais lorsqu'on écoute une cassette, il faut l'écouter puis savoir ce qu'on fait. Et là, on va être capable de sortir des choses créatrices, d'éliminer ce qui fait pas notre affaire pantoute, d'arrêter pour réfléchir. On va savoir ce qu'on va faire. Mais c'est la seule façon d'écouter des conférences sur cassette. Il n'y en a pas d'autre. S'oublier pendant qu'on écoute ça, là, très, très, très mauvais. Très dangereux. Est-ce que le fait de mentir, là, c'est une dépense d'énergie? Le mensonge dépense de l'énergie. Sachons bien que le fait d'avoir à s'expliquer, c'est une dépense d'énergie. Maintenant, lorsque c'est plus diplomatique, lorsque c'est plus économique en énergie, lorsque c'est plus écologique de s'expliquer que de ne pas le faire, vous savez, vous allez devant un juge et vous voulez pas vous expliquer parce que c'est pas économique, c'est en énergie, puis vous passez 10 ans en prison, ben vous devez vous expliquer. Bon. Alors, il y a un moment donné qu'il faut voir simplement ce qui se passe. L'enfant qui s'explique pas devant ses parents parce qu'une perte de temps, les parents comprendront pas, mais qui mange une volée à la place, qui reste une semaine dedans sa chambre, ben il aurait été mieux de raconter n'importe quoi. Puis c'est pour ça que l'homme permet le mensonge, même si l'homme condamne le mensonge. Parce que sachons bien que dans nos sociétés, vous acceptez sans doute de mentir, mais vous n'acceptez pas que les autres vous mentent.
Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne fallait pas mentir. Mais ceux qui enseignent qu'il ne faut pas mentir sont souvent de très gros menteurs, mais ce qu'ils veulent, parce que les parents se mentent régulièrement, mais enseignent à leurs enfants à ne pas mentir. Mais les parents mentent à leurs enfants régulièrement. On répond jamais comme il faut aux questions des enfants, puis on leur compte un paquet de ballons. Mais on ne veut pas que les enfants le fassent, parce que nous autres, on veut savoir ce qui se passe. On ne veut pas que les autres sachent ce qui se passe chez nous. En fait, le mensonge est automatiquement accepté dans notre société. Et l'homme, qu'est-ce que c'est un mensonge? Lorsque je dis que telle montagne est belle, vous prenez le mot belle selon votre psychologie. Alors pour certains, c'est telle chose, un autre, c'est telle autre chose. Puis si je compare le beau d'un autre avec un autre, puis il va dire, ben non, c'est pas beau, c'est extraordinaire, ce qui me compte là, c'est pas beau. Il a pas dit extraordinaire, il a dit beau. L'autre va dire, ben non, crime, toi, si tu me parles là, c'est neutre. Puis là, on va s'astiner, puis moi, j'ai dit le mot beau. Autrement dit, si je dis que la montagne est belle, je compte une menterie. Pourquoi? Parce que chaque personne la voit à sa manière. Je la vois pas en tout comme moi je veux l'expliquer. Fait qu'en partant, je peux pas dire la vérité. La vérité, ça se dit pas, ça se compte pas, ça n'existe pas. Le mensonge n'existe pas plus. Alors si moi je dis, pardon, des choses qui, je me permets de vous le dire parce que vos enfants sont pas ici, que le mensonge, c'est quelque chose qui est extrêmement créatif. Mais il y a qu'une chose qui est importante, et c'est la seule loi qui vient régir la vérité ou le mensonge, disons, dans le plan de la communication, c'est la loi de cause et d'effet. Lorsque vous dites quelque chose qui est la vérité à quelqu'un, et que cette personne-là est détruite pour ça, vous allez payer un bon prix pour ça. Parce qu'il n'est pas question de morale, il est question d'écologie. Ouais, je sais bien que c'est suicidé, mais j'ai dit la vérité, je sais pas pour les mentir. Mais non, cache-toi de ta morale. Mais les psychologues en compte des menteries, les médecins en compte des menteries, les policiers, les juges, tout le monde en compte des menteries, puis ça crée une certaine harmonie. Mais quand vous mentez, sachez mentir. Et il faut mentir seulement lorsque c'est créatif de compter, d'inventer, donc de mentir. Et il faut dire la vérité lorsque c'est créatif de dire la vérité. Quand je parle de vérité, je parle de communication. Seulement. La vérité, elle existe au niveau des mots. Si je dis les bons mots qui cadraient dans la psychologie de la personne pour qu'elle pense que ce qui s'est passé, ça fit avec les mots que j'ai donnés, c'est la vérité. Mais la vérité, c'est rien que ça. Ça arrête la vérité. Alors, tu fais que mentir ou dire la vérité, vous mentez régulièrement, vous comptez des vérités régulièrement, et puis il se passe toujours un paquet de choses. Présentement, au Mexique, il y a eu un tremblement de terre. Il y a quelqu'un ici qui a une personne au Mexique. Alors, si elle va à Air Canada ou elle va au gouvernement, ou bien au bureau du gouvernement pour savoir si on a des nouvelles de cette personne-là. La personne, elle est là, puis elle pense fondamentalement que tous les Québécois là sont morts. Alors, elle va vous dire la vérité. Pas grand chance qu'elle soit vivante. Elle a été sincère. Mais ça va tout vous arranger. Pendant 3 semaines de temps, vous vous mortifiez. La 4e semaine, la personne arrive, la cogne chez vous, puis elle vous fait mourir une crise de cœur. Tout ça au nom de la vérité. Alors la personne est bien convaincue qu'il n'y en a pas, mais elle vous répond, il y a des grandes chances qu'on en trouve plein d'hiver. Attendez un peu, là, on finit par avoir des nouvelles, là, mais pour l'instant, on n'a pas tous les noms, il y a quelques morts, c'est sûr, là, mais bon, raconte des menteries, c'est pas ça qu'elle croit. Puis qu'est-ce que c'est la vérité? C'est ce que tu crois ou ce qui s'est passé? Où on peut déterminer ça, la vérité? Moi, je dis que par exemple, je suis bien convaincu qu'au Mexique, tout le monde est mort. Alors, est-ce que je peux dire ça? C'est la vérité ou pas la vérité? Ben non, il faut que je m'informe. Alors, si je dis à la personne, je suis pas au courant, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, c'est au gouvernement, eux autres sont en contact avec le Mexique, puis ils me disent qu'ils sont pas au courant. Ah, les maudits menteurs, ils cachent tout. Ah oui, mais d'abord, on m'a compté une menterie. On m'a dit que je suis au courant. Tout va bien. Puis là, la personne est morte. Encore un beau menteur. La vérité, le mensonge, sachez simplement que c'est un moyen de communication et qu'on a inventé la morale de la vérité simplement pour venir manipuler les individus pour les assujettir. Lorsque vous commettez un péché, il y a une seule manière de vous faire pardonner. Cette manière-là, elle est duelle. Elle est bipolarisée. Vous devez vous pardonner et pour avoir une paix karmique, ça faut m'avoir une plaque derrière les oreilles à un moment donné, vous devez aussi vous arranger avec la personne ou avec les personnes envers qui vous croyez avoir commis cette faute.
Mais à un moment donné, on a créé quelque chose de salutaire pour l'homme, on a créé la confesse. La confesse, par contre, travaillait sur un plan de cette dualité. Elle permettait à l'homme de se pardonner. La personne s'en allait parce qu'elle était plus coupable. Première partie. La deuxième, non. Le gars qui a craché dans le visage, même si la confesse, on t'a pardonné, si lui décide de te tuer, il va te tuer. Alors, tu as été pardonné, donc au niveau de culpabilité, tu te sens mieux. Par contre, ça permettait à différentes églises de tout savoir ce qui se passait dans la population. Mais il ne faut pas rire, parce que c'était génial. Premièrement, de structurer la population s'il ne l'était pas. Alors, il fallait bien savoir ce qui se passe. Puis l'Église n'a pas si mal structuré que ça. Elle a commis des bévues. Je ne dis pas que c'est pour l'Église, je ne dis pas que je contre l'Église. Il faut voir les choses comme elles sont et comme elles ont été. Par contre, l'immensité d'humains qui n'avaient pas saisi les critères, disons, énoncés par le Nazaréen convenablement, ceux qui avaient été manipulés par les prêtres de l'époque, chez qui on avait inculqué le péché, ceux qui se sentaient coupables au point de se suicider, de se brûler, de s'immoler, ceux qui se sentaient coupables à ce point-là, ben, ont resté vivants parce que l'Église a instauré la confesse. Alors, ils ont su tout ce qui se passait partout, d'accord? Des prêtres ont ambitionné, des parcelles des églises ont ambitionné, pas tous. Par contre, l'homme avait un fardeau de moins. Le péché, le mensonge, c'est des critères sociaux pour manipuler les groupes. Mais vous devez savoir, vous autres, quand est-ce que... Parce que le mensonge, là, ça n'existe pas, puis la vérité n'existe pas non plus. Quand vous avez une relation avec quelqu'un, sauvez de l'énergie. Sauvez la vôtre, premièrement. Deuxièmement, sauvez celle de l'autre. Ça se fait, sinon, banzai. Sauvez la vôtre. Alors, lorsqu'on doit dire une vérité, qui va décider que c'est la vérité? L'autre. Bon, fait que dites ce que vous pensez qui va être le mieux pour l'autre, puis si l'autre dit que c'est un mensonge après, pas grave. S'il dit que c'est une vérité après, pas plus grave que ça. Mais regardez, par exemple, le nombre d'hommes ou de femmes qui se chicanent de temps en temps parce que la femme pense que son mari la trompe. Son mari ne la trompe pas. Alors, il arrive un soir, puis il dit la vérité. Et elle estime que c'est un maudit menteur. Il faudrait qu'il compte une menterie. Qu'elle dise, ah, je le savais, en fait, c'est la vérité. Parce qu'il compte des menteries. La vérité, cherchez-la pas, c'est toujours l'autre qui va décider si c'est la vérité ou non. Fait que cassez-vous pas la tête. Donnez-y ce qu'il y a besoin. Donnez-y ce qui est le plus créatif. Vérité, mensonge, oubliez ça. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas parlé de l'arrêt du gaspillage d'énergie mentale. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Bon, j'en ai pas parlé clairement parce que, disons que c'est pas long. À l'instant même où l'homme cesse de gaspiller son énergie psychologique, la psychologie de l'homme, elle est conçue d'une façon assez bâtarde. Pour que l'homme sache qu'il est là, pour que l'homme sache qu'il vit, il doit continuellement énergiser sa psychologie. Pour énergiser sa psychologie, l'homme va vivre des émotions. Et la psychologie a besoin de savoir qu'elle vit. Elle n'a pas besoin, pour savoir qu'elle vit, de vivre heureuse ou de vivre malheureuse, elle a besoin d'exprimer des émotions. C'est pourquoi une émotion de bonheur parfait peut virer en malheur total, instantanément. La psychologie permet. Tout ce qui est important, c'est que vous exprimez. Exprimant, vous exprimez des énergies qui sont reprises par votre ego. Donc, vous vous nourrissez. Lorsque votre psychologie manque d'énergie pour s'exprimer, elle en prend dans le plan vital, ce qui va dégénérer en expression physique, en pathologie, maladie psychosomatique. Avant d'épuiser dans le plan vital, souvent, elle va aller chercher que plus vous avez d'émotions, moins vous êtes capable de réfléchir lucidement. Parce que plus votre énergie psychologique s'autogruge,
plus elle aura besoin de compenser en prenant de l'énergie dans le plan mental ou dans le plan vital. Elle va souvent commencer par le plan mental, donc elle va vous empêcher de voir clairement. J'étais en colère, j'ai pas vu ce que je faisais. Tu peux pas le voir, ça n'existait plus. Mentalement, ton énergie était carrément assimilée par le plan de l'astral, par la psychologie, et tu n'existais plus au niveau mental. Tu n'as donc pas pu être là, être présent mentalement dans ce déboire parce que tu n'étais plus vivant. Tu avais été digéré par ta psychologie. Économiser l'énergie mentale, c'est simplement s'arranger pour que la psychologie cesse de venir têter, de venir puiser dans le plan du mental. Et automatiquement, mentalement, on ne gaspille pas d'énergie mentale. On n'en gaspille jamais. Pas pour l'instant, en tout cas. Alors, la grosse solution à l'énergie mentale, c'est de travailler d'une façon colorée. Travailler d'une façon colorée au niveau mental, c'est de ne pas être capable de voir les choses comme elles sont. Alors, voir une chose comme elle est, cela pourrait être une chose facile, là. Disons que je parle souvent d'accidents, mais j'aimerais bien trouver un autre exemple à un moment donné. Mais c'est ce que l'homme perçoit le plus facilement. Hein? Vous voyez un accident, puis vous broyez, ben c'est parce que vous voyez pas l'accident. Vous voyez ce que vous auriez aimé voir à la place. Puis vous voyez que c'est pas ça qui est là, fait que ça crée un conflit chez vous. Lorsque vous... Ben, tiens, un exemple encore plus facile. Avec la question sur les enfants et les adolescents qui répliquent. Est-ce que c'est intelligent d'éduquer son enfant? Bon. Lorsque l'enfant comprend pas et que l'enfant devrait comprendre un critère qui est tout à fait logique, on le chicane si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Et quand est-ce que c'est nécessaire? Ah. Là, on a un problème entre le mental et l'astral. Quand est-ce que c'est nécessaire de chicaner un enfant? Quand? Ben, quand il comprend pas. Ouais. En le chicanant, il va comprendre? Ben, c'est. Mais si tu chicanes et qu'il comprend pas plus, c'est le chicaner parce que là, c'est psychologique. Ton critère mental est coloré par ton ego. Tu chicanes souvent parce que tu es écœuré qu'ils comprennent pas. Pas parce qu'ils comprennent pas. Alors, mentalement, tu pourrais dire, tiens, il fait telle chose, fait que si je fais telle chose, je devrais faire telle chose. Fait que cette punition-là est pas bonne. Telle affaire, puis là, il fait encore des mauvais coups. Fais-en, bonhomme. Pour l'instant, je sais pas quoi faire, j'y pense. Fait que casse-en des vitres, m'en en payer des vitres. Si je le chicane, il va encore en casser, puis moi, je fais retarder. Un jour, il en cassera plus parce qu'il va avoir tellement peur de se faire chicaner, mais il ne sera pas un être intelligent. C'est un esclave. Il ne fera pas parce qu'il va avoir peur. Pas parce qu'il comprend. La journée qu'il n'aura pas peur, cassez-vous de là. Alors, ce qui fait que, si je suis mental, je raisonne. Et je me dis, ben oui, c'est vrai, telle punition, peut-être que là, il pourrait comprendre telle chose. Si j'y explique telle affaire, parfait. J'amène mon enfant, il est en cas de casser des vitres, puis là, je le mets en pénitence. Là, il me traite de gros chien. Tout mon cheminement mental lucide, est-ce qu'il reste lucide? Oh, ma part! Puis là, ouais, l'éducation plus tard. Encore une fois, ma psychologie est venue tester mon énergie mentale, elle a tout pris ce qu'il y avait là-dedans, puis j'ai agi en homme émotif, en homme ancien, j'ai pas éduqué. On élève des enfants, n'est-ce pas? Comme on élève des animaux. On les élève. En troupeau, on les éduque pas. Mais il faut éduquer. Ici, c'est un gros chien. Ouais, parfait. C'est normal qu'ils répondent de même. Dans l'État aussi, c'est tout à fait normal. Ça. Oh ouais, ma mort, par exemple, tu continues à crier. Fait que là, lui, il ne sait plus, parce qu'il y a une guerre d'ego, puis la guerre d'ego entre son ego et le sien n'existe pas. C'est un être mental qui est en train d'observer un être astral, un être psychologique. Fait que là, ouais, c'est pas long. Là, tu vas t'en aller là, puis tu sais quelqu'un qui a puis là, tu expliques tout ça, puis quand il faut que tu cries, parce que tu as besoin de lui donner un peu d'énergie, mais tu sais que tu cries pour lui donner de l'énergie. Pour qu'il se ferme à un moment donné. Pour qu'il t'écoute. Pour qu'il arrête de rire de toi. Tu en donnes. Pas parce que tu souffres mal qu'il rit de toi. Parce que s'il rit de toi, tu n'arrives pas à pouvoir l'éduquer. Alors, si ça c'est un critère d'éducation, arrange-toi pour qu'il cesse de rire de toi. Pas parce qu'au niveau de ton ego, tu n'arrives pas à le supporter. Alors, la différenciation entre le plan mental et le plan de l'astral, le plan de la psychologie humaine, et de quelle façon la psychologie vient colorer le plan mental, ben c'est comme ça. On part avec des très bonnes attitudes, puis le moindrement qu'égoïquement parlant, on se fait accrocher, on perd toutes nos bonnes attitudes.
Les policiers, c'est la même chose. Ils y ont des bonnes attitudes quand ils commencent à devenir policiers. Puis 15 ans après, la majorité sont devenus des policiers égoïques. Puis on les traite de chiens parce qu'ils sont devenus chiens parce qu'on les a traités de chiens. Pas tous, la grande majorité. Les autres deviennent alcooliques. Ils ont des gros problèmes parce qu'au niveau de leur conscience professionnelle, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Alors, à un moment donné, tu arrives très lucide, tu as tout programmé, tu es parfait. Les professeurs d'école ont le même mot du problème. Ils endorment pas chez eux. Il y en a un paquet qui ont des problèmes de dépression. Alors, à un moment donné, ils arrivent à l'école, ils ont toutes des idées, tout ça, c'est parfait. Puis là, il y en a un qui rentre, une journée là, lui, puis là, lui, il file pas. Ah, ça, il tente de tirer des papiers sur le tableau avec un crayon. Puis il entre dans l'oreille du voisin, puis à un moment donné, paf, par erreur sur le nez du prof. Bon. Là, le prof, il fait quoi? Avec toute sa théorie éducative. Si c'est un être mental, il en souffrira jamais. Il va être capable de voir tous les points faibles de la psychologie de l'agresseur pour être capable de l'éduquer. Pour faire en sorte qu'un jour, chez lui, il se prenne en main. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'éducation. Mais l'être psychologique, il va gorocher son dictionnaire par la tête de celui qui vient de tirer son papier. J'ai déjà fait ça à mon prof, puis c'est un gros livre de français qui s'est envenu. Moi, je me suis penché, puis c'est son chouchou qui l'a reçu. Mais j'ai payé encore plus ce réflexe, parce que le chouchou broyait, puis le prof, il broyait encore bien plus. Alors là, le directeur a pu me connaître, j'ai pu connaître le directeur, et on s'est entendu, parce que j'étais suffisamment intelligent pour aller pousser plus loin. Bon. Mais c'est ça le problème. Le mental est coloré, parce que vous avez souvent pris des décisions mentales intelligentes, non pas seulement intellectuantes, mais réellement intelligentes. Fonctionnelles, qui auraient pu vous transformer efficacement. Mais toi, fois, votre psychologie paresseuse, votre psychologie colorante vient, puis tout se passe dans l'oubli. Vous voulez être pacifique, vous voulez être en paix, tout va bien. Parfait. Maintenant, êtes-vous réellement en paix? Pas de problème. On va vous amener prendre le métro à l'heure de pointe. Première initiation. On va voir jusqu'où votre paix vous habite. Deuxièmement, je vais payer un gars pour qu'il aille vous piler ses pieds. On va voir jusqu'où vous êtes en paix. Puis si après tout ce que je peux faire, vous êtes non seulement en paix, mais vous avez même éduqué ceux qui venaient vous voir, c'est que vous êtes mental. Puis si vous êtes mental, vous êtes en paix. Mais sinon, ben à un moment donné, la moutarde vous monte au nez. Puis quand elle sort du nez puis qu'elle se pogne après la moustache, faut pas le dire. C'est la même chose. On a parlé de l'énergisation du corps physique, vital, astral et mental. Est-ce que tu peux nous parler de l'énergisation du corps supramental? Oui. Ça répond. Oui, alors vas-y, fais-le. Ah! Je pensais que la question finissait là. Oui, c'est ça, oui. Bon, premièrement, l'homme, encore, je répète une fois aussi que ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le vocabulaire employé ici, ou quelquefois ailleurs, faut pas s'en inquiéter si on persévère 2, 3, 4 fois, ou si on achète 2, 3 cassettes, ou si on lit 2, 3 bouquins disons, de nature à se rapprocher de ce qu'on fait ici, au niveau de psychologie ésotérique, psychologie évolutive, on finit par tout comprendre. Et c'est normal qu'on ait un vocabulaire particulier parce que les autres mots n'expliquent pas convenablement ce que nous avons découvert et ce que nous voulons expliquer. Et si on finit par comprendre ce vocabulaire, on arrive à communiquer plus rapidement, plus directement et ça va mieux. Parce que l'ego psychologique, même les psychologues ont de la misère encore à le cerner. Alors à un moment donné, nous autres, on a décidé qu'on définissait. Quand j'ai nous autres, je parle pas juste de moi, je parle de l'ésotérisme. On a défini ce qu'était l'ego, on a défini ce qu'étaient certaines choses, et maintenant, on emploie ce vocabulaire. Mais on se comprend mieux. Et ceux qui ne comprennent pas encore, prenez patience. De toute façon, si énergétiquement ça vous plaît, ce qui se passe ici ce soir, si énergétiquement ça vous plaît, ce qui se passe chez vous, ben c'est pas le vocabulaire qui doit vous empêcher de venir ou de poursuivre dans cette démarche, parce que c'est l'énergie qui compte. Le vocabulaire, ça va venir, et ça va vous permettre de clarifier votre pensée, de clarifier votre parole, puis ça va être plus facile. Alors c'est normal qu'on ait un vocabulaire particulier. Quand on emploie la vie, ben la vie est passée tellement de choses qu'on ne sait plus ce qu'on dit. Quand on emploie Dieu, c'est passé tellement de choses qu'on ne sait plus non plus ce qu'on dit. D'ailleurs, hier, on avait un interlocuteur qui nous parlait de l'esprit. Et qui disait, oui, mais lorsque l'esprit intellectuel humain domine, il empêche complètement l'esprit de s'exprimer. Mais le problème, c'est que l'esprit ne peut pas s'exprimer, parce que l'esprit, c'est ça qui nuit à l'homme, l'esprit. Puis si l'esprit pourrait s'exprimer, ben l'homme serait libre. Ben là, j'essayais de lui faire comprendre que là, il prenait le même mot pour définir deux choses.
puis que nous autres, on a deux mots différents pour définir ces deux choses différentes-là. Puis esprit, pour nous autres, ça veut dire d'autres choses. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. On parle de corps physique, de corps vital, de corps astral, de corps mental et de corps supramental. Bon. Comment énergiser son corps supramental? On n'énergise pas son corps supramental parce que le corps supramental, ce n'est pas un corps qui peut être désénergisé. C'est un corps qui va explorer, qui va expérimenter la nature de l'homme dans un domaine où l'homme ne peut pas expérimenter la nature supramentale pour l'instant. De ce fait, l'homme psychologique ne peut pas expérimenter la nature supramentale. De ce fait, l'homme psychologique ne peut pas capter et épuiser l'énergie supramentale. Par contre, l'énergie supramentale ne forcera pas une barrière psychologique humaine pour venir chez l'homme l'instruire. Qu'est-ce que l'énergie supramentale? Ça s'écrit maintenant. Qu'est-ce que l'énergie supramentale? L'énergie supramentale, c'est, pour ne pas rentrer en gros dedans, on va y revenir avec l'homme nouveau dans les prochaines conférences de toute façon, et un peu et pas mal la semaine prochaine sur la fusion des corps, parce qu'on va parler aussi de cette fusion avec l'énergie supramentale. L'énergie supramentale, on peut la définir simplement, disons ce soir, comme l'énergie de l'intelligence instantanée ou de l'intelligence active. Lorsqu'un être psychologique cesse d'avoir un ego qui barre le contact supramental, lorsqu'un être est capable de s'assumer de par lui-même, tout à l'heure ce qu'on parlait à un moment donné, là, vous n'avez plus besoin de demander à l'autre l'autorisation d'être bien, de demander à la collectivité l'autorisation d'être heureux, c'est-à-dire de ne pas savoir si vous êtes normal. Lorsque vous arrivez à savoir de par vous-même ce que vous êtes et de faire de par vous-même ce que vous croyez que vous devez faire parce que vous êtes dans votre intelligence, normalement, ça ne sera pas long que quelque chose de nouveau va apparaître chez vous et vous allez commencer à voir clair et à avoir des réponses à des questions que vous vous êtes déjà posées. Mais vous allez commencer surtout à poser des questions que personne ne se pose. Et lorsque l'homme arrive à se poser des questions que personne ne se pose, c'est qu'il est présentement désassujetti de la conscience collective, donc il ne se pose pas des questions collectives, et il est en train de faire connaissance avec une autre forme d'énergie que nous pouvons appeler temporairement l'ajusteur de pensée, une forme d'énergie qui est créée par le contact de l'énergie supramentale avec le contact mental de l'homme, énergie qui va ajuster la pensée de l'homme. Énergie qui va ajuster le contact entre l'homme et l'énergie supramentale. Et cette énergie supramentale, ce n'est pas de l'énergie divine qui va venir sauver l'homme ou patati patata. C'est une énergie qui est totalement constituante de l'homme non planétaire. Donc, cette énergie tend à devenir planétaire, donc elle tend à être planétarisée par l'homme, à la condition que l'ego de l'homme disparaisse chez lui. On n'énergise pas l'énergie supramentale. Par contre, lorsque l'homme est capable de sauver son énergie chez lui, comme on l'a vu ce soir, l'homme augmente en énergie. Augmentant en énergie, il augmente en connaissance. Augmentant en énergie, il est capable de supporter une énergie plus forte. Supportant une énergie plus forte, il va créer l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'il va permettre à cet ajusteur de venir se fusionner chez lui. Et cet ajusteur ne le détruira pas parce que l'homme est suffisamment connaissant, suffisamment énergisé, suffisamment lumineux, mettez le terme que vous voulez, pour pouvoir résister. Et là, l'homme sera capable d'avoir un contact avec l'énergie supramentale de façon à ne pas devenir fou, de façon à ne pas mourir, de façon à ne pas être brûlé, de façon à ne pas éclater. Cette personne va être capable. Comment l'énergie supramentale pourrait faire éclater quelqu'un? Ben, c'est pas compliqué tellement. Si présentement, instantanément, vous seriez capable de me dire, avec une précision totale, combien il y a de personnes emprisonnées sous un building particulier de Mexico. Je vous pose la question et tout d'un coup, vous le voyez clairement puis vous le dites. Puis là, vous téléphonez, là, puis ils vont vérifier puis vous avez totalement raison. Pensez pas que vous allez être heureux. Vous allez tellement vous sentir anormal que vous risquez de devenir fou et folle. Si à un moment donné, on vous dit, n'importe quoi, vous êtes capable de tout savoir instantanément partout sur la planète. Instantanément de tout savoir. Vous ne pourrez pas le faire. Vous allez tout perdre la tête. Parce que vous n'êtes pas prête énergétiquement à assumer une énergie de cette puissance. Un savant a plus d'énergie mentale, donc il peut connaître des choses d'un point de vue plus vaste. Il peut parler d'astrophysique, il peut parler d'atomes, il peut même spiritualiser l'atome. Ça a une connotation réelle chez lui.
il le sait, il le fait, il le vit, ça explique des choses. C'est pas chez l'homme conventionnel. L'homme conventionnel doit donc ramasser suffisamment d'énergie et cette énergie va être ajustée par l'intelligence supramentale de façon à ce que l'homme, goutte à goutte, puisse avoir ses illuminations sans se prendre pour un autre et sans devenir fou. Ce qui sont évolutivement, approximativement la même chose. Des freins d'évolution. Alors, on n'énergise pas l'énergie supramentale, par contre, on peut énergiser le contact supramental. C'est-à-dire qu'on peut énergiser notre mental, c'est-à-dire qu'on peut cesser de gaspiller nos énergies. L'homme est suffisamment bien fait. Si l'homme fait ce qu'il a à faire, si physiquement il fait ce qu'il a à faire, si vitalement il fait ce qu'il a à faire, si psychologiquement il fait ce qu'il a à faire et pas plus, et si mentalement il fait ce qu'il a à faire, l'homme aura un contact supramental qui sera rapide. Les apôtres, on en a eu un, à un moment donné, on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, un esprit non coloré, un esprit pur, et pas un esprit humain qui se croit, un esprit pur, alors c'est la même chose. À un moment donné, l'homme a des connaissances qu'il n'a pas expérimentées, et ça c'est l'apanage de l'homme nouveau. L'homme nouveau sera totalement un être qui aura la connaissance de choses qu'il n'a pas expérimentées. Est-ce que c'est nécessaire réellement d'expérimenter pour savoir? Ben, chez l'homme égoïque, oui, parce qu'il ne se truste pas. Il truste tout le monde, sauf lui. Alors, lorsqu'il se dit, bon, mais tel champignon, il est peut-être toxique, celui-là, mais il n'est peut-être pas. Mais à un moment donné, là, on va prendre un champignon, puis il va dire, ben ouais, non, celui-là, il est comestible. Ah, l'as-tu déjà mangé? Non, non. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il est comestible? Ben, il est comestible. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est pas comestible? Ben, tu le manges, puis il est comestible. Puis un autre champignon, ben, tu ne le manges pas, lui, il est vénéneux. Ça, c'est pas encore comprenable par l'homme du poisson. C'est même pas l'homme du